te remercie, Rami, d'être avec nous ce matin. Euh, on va parler de pas mal de sujets qui ont attrait à l'actualité de ces dernières semaines. N'hésitez pas, les amis, à poser vos questions sur le chat. On va peut-être en remonter certaines à la fin, même si j'ai beaucoup de sujets. Je sais pas si tu as un peu de temps devant toi. Euh, Je suis, je suis là pour vous, donc ok. profitez bien. Ok, merci. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Qu'est-ce que j'oublie avant de commencer? Image freeze. Bon, ça, je sais d'où ça vient de chez moi. Mais voilà, normalement, ça devrait être bon. Hop, hop. Ah non, ici, on est, enfin, pardon, on n'est pas sur BFM, c'est avec des petits moyens, donc juste que j'arrive à tout bien finir comme il faut. Alors, d'abord, pour commencer, peut-être, il y a quelques, donc ouais, il y a quelques jours, il y a une semaine, il y a eu un blackout dans la bande de Gaza, c'est-à-dire une perte massive de connexion Internet du fait d'Israël. Ce que tu peux peut-être revenir un petit peu dessus, et surtout, moi, je me demandais pendant ces jours de blackout, où c'est-à-dire on a eu très très peu de nouvelles en fait des Palestiniens et des Palestiniennes dans la bande de Gaza. Comment se sont passés ces derniers jours? Voilà, alors que vous n'avez pas de contact avec l'extérieur, quoi. Bah, c'était dur, mais c'est pas la première fois. On a l'habitude, je crois, que c'est la sixième ou la septième fois que pendant cette guerre-là, même un peu plus, que les Israéliens et l'armée d'occupation, ils coupent les télécommunications, surtout Internet, et ils nous séparent avec le monde extérieur. C'est pas la première fois. Mais on sait à chaque fois que quand il y a ce genre d'action, on sait très bien que il y a pire qui nous attend parce qu'ils font pas ça pour rien, soit pour des opérations sur le sol, soit parce qu'ils vont cibler quelqu'un, soit c'est un assassinat. Là, on s'est rendu compte que c'était l'Iran. Donc voilà, ils ont coupé les communications. C'est malheureusement quand les communications sont coupées, on n'a plus de moyens de communiquer parce qu'ils coupent non seulement Internet, mais ils coupent aussi les communications, que ce soit téléphonie ou bien mobile. Quoique cette fois-ci, il y avait quelques appels de mobile qui marchaient. Mais malheureusement, il n'y a plus de connexion, surtout que c'était sur toute la bande de Gaza. Ça a commencé dans la ville de Gaza, le nord de la bande de Gaza, et le lendemain, c'était toute la bande de Gaza, le sud, Khan Younis, et toute la population de Gaza était coupée du monde extérieur. D'habitude, on suit les infos soit par Internet, soit par satellite, c'est-à-dire les chaînes télévisées. Malheureusement, pour avoir des chaînes télévisées, il faut avoir de l'électricité. Et pour avoir de l'électricité, c'est pas aussi simple que ça après la guerre. Donc, on était vraiment coupé du monde. Moi, personnellement, j'ai appris ce qui s'est passé avec l'Iran le lendemain. Donc, on était vraiment coupé du monde. Et, euh, et malheureusement, le mode qu'on a aujourd'hui, c'est un mode de survie. Donc les gens, ils sont pas vraiment intéressés à ce qui se passe autour ou bien ce qui se passe même dans la bande de Gaza, mais ils s'intéressent plutôt à tout ce qui est aide humanitaire parce que on est une population affamée depuis plus de 3 mois. Malheureusement, c'est la malnutrition, mais c'est aussi la famine au sein de la population palestinienne. Et la question qui se pose tous les jours, que moi j'entends, avant j'entendais tout le monde m'appeler parce que je considère que le journaliste il connaît tout. Donc à chaque fois il me demande s'il y a une trêve, si c'est bientôt, s'il y a des fuites, s'il y a quoi que ce soit. Là, la question que je me suis fait poser à chaque fois pendant il y a à peu près 10 jours, est-ce que l'aide humanitaire va passer? Est-ce que le centre de distribution sont ouverts? Est-ce que il va y avoir de la farine? Est-ce qu'il va y avoir de l'aide humanitaire? C'est ça malheureusement le principal pour la population, c'est leur donner à manger. Et donc pendant cette coupure de communication, on ne pouvait pas savoir si les centres de distribution sont ouverts ou pas. Donc c'est pour ça que les gens allaient tous les jours et passer toute la nuit en attendant s'il y a une ouverture ou pas, parce qu'il n'y a pas de communication. Et malheureusement, on sait très bien que ces centres de distribution, c'est des centres de tuerie, parce qu'à chaque fois, il y a un massacre. Et aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, il y a à peu près 45 personnes ont été tuées. Ils attendaient l'aide humanitaire qui passait par Karim Shalom pour entrer à Khan Younes et le sud de la bande de Gaza. Ils étaient bombardés
comme d'habitude, délibrement. Et là, c'est juste un bilan provisoire. C'est les morts qui sont arrivés à l'hôpital à Nasser. Il y en a d'autres qui sont toujours dans la rue, malheureusement, parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire secourir. Il n'y a pas d'ambulance. La majorité, ils sont secourus soit sur les épaules, soit sur des charrettes tirées par des animaux. Donc, malheureusement, on est vraiment dans ce mode-là, mode de survie, aide humanitaire et surtout avoir à manger, à donner à manger à nos enfants. On va revenir un peu plus en détail tout à l'heure justement sur cette question notamment de l'aide humanitaire, de la santé, etc. Juste avant, je voudrais saluer le raid de Ospolitique. Merci beaucoup Ospolitique pour le raid. Donc plein de gens qui sont arrivés sur la vidéo en ce moment. Installez-vous les amis, j'ai pas pu vous saluer tout de suite. Installez-vous. On est avec le journaliste palestinien Rami Abou Jamous pendant un petit moment. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, je les remonterai à la fin. Juste sur peut-être sur cette coupure de courant, est-ce que tu penses que ça a été une stratégie délibérée de la part d'Israël pour intensifier les massacres? Alors, tu as dit qu'il y en avait, qu'il y en avait plusieurs. Alors, c'est vrai que déjà, l'enclave est complètement coupée du monde. Là, j'imagine que ça a dû vraiment aggraver les choses, quoi. Oui, on ne parle pas de coupure d'électricité, on parle de coupure de télécommunications, parce que l'électricité s'est coupée depuis le premier jour de la guerre. Ils ont bombardé toute l'infrastructure. L'armée d'occupation, ils ont bombardé toute l'infrastructure de l'électricité, donc on n'a plus d'électricité depuis le premier jour de la guerre. Là, on parle de télécommunications, c'est le blackout qui font l'armée, justement parce que quand ils vont intensifier les bombardements, ou bien il y a des opérations sur le sol. Et là, cette fois-ci, c'est toujours, quand on voit le blackout qui s'est implanté, on attend toujours au pire parce qu'on a des mauvaises expériences, malheureusement. On sait qu'il y a des massacres ou bien une incursion terrestre. Là, on s'est rendu compte que c'était un préparatif ou bien pour bombarder l'Iran. Et donc, ils voulaient nous couper du monde entier pour qu'il n'y aura pas de connexion entre Gaza et le monde extérieur. Et en même temps, peut-être il y a eu quelque chose que nous, on n'est pas au courant parce que déjà, 70% de territoire de la bande de Gaza est considéré comme une zone rouge, donc on ne peut pas avoir accès. Et donc, nous, on est maintenant dans une petite cage de 30% à 35% de toute la surface de la bande de Gaza. Donc, on ne sait pas ce qui se passe dans ces zones-là. Peut-être il y a eu quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce blackout fait par les Israéliens, parce qu'il y a toujours derrière ce blackout quelque chose qui est en train de se faire. Parfois, on le sait quand il s'agit des massacres tout de suite ou bien des assassinats. Et parfois, c'est dans 2 ou 3 mois, on comprendra pourquoi ils ont fait ça. Pour le moment, on croit, ou peut-être c'est pour l'Iran, mais en tout cas, c'était un blackout de 4 jours à Gaza et qui était vraiment dur d'être coupé dans le monde. Déjà, le monde, il parle pas beaucoup de nous. Et en plus, avec un blackout, ça a été vraiment dur pour les Palestiniens. J'imagine. Et peut-être pour revenir un peu plus globalement sur le quotidien des Palestiniens, alors j'imagine qu'on a beaucoup entendu de témoignages, même si peut-être pas assez, effectivement. On a beaucoup entendu de témoignages, peut-être, nous on en parle régulièrement ici, mais est-ce que tu peux revenir sur globalement aujourd'hui le quotidien d'un habitant, d'une habitante dans la bande de Gaza aujourd'hui, c'est quoi en gros? Enfin, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être si tu peux revenir un peu dessus. Ouais, c'est juste on est en train de survivre la mort, c'est-à-dire la mort est partout. Et malheureusement, on est en train de vivre cette mort-là, même si on respire un peu, mais on est en train de vivre cette mort. Et c'est la mort à cause des bombardements qui s'arrêtent pas 24/7, à cause de déplacements à chaque fois, à cause de la famine qui nous a imposé malheureusement sur toute la bande de Gaza, à cause de la pauvreté, parce que la majorité de la bande de Gaza maintenant dépendent de la population de la bande de Gaza dépendent d'aide humanitaire. Ceux qui avaient de l'argent, ils n'ont plus d'argent. Ceux qui avaient un travail, ils n'ont plus de travail. Malheureusement, tout le monde dépend de cette aide humanitaire que justement les Israéliens ils utilisent comme une arme parce qu'ils savent qu'on en a besoin et que toute la population dépend de cette aide humanitaire. Ils ont tout essayé contre nous pour nous faire déplacer, pour déporter, pour le nettoyage ethnique qu'ils sont en train de faire, et maintenant ils utilisent cette arme-là. On est en train de vivre un génocide tous les jours, et moi je considère que c'est plus qu'un génocide, c'est un palestinocide, ou bien c'est un gazacide, parce que c'est pas juste un peuple qui est en train d'être tué, parce que le génocide, c'est génos et cide,
c'est-à-dire peuple, tuer un peuple. Là, ils sont en train de tuer pas le peuple, ils sont en train de tuer le peuple, les habitations, l'archéologie, l'histoire, euh, l'éducation, l'enseignement, la santé, l'infrastructure. C'est pas que le peuple, c'est tout l'ensemble de la Palestine. C'est pour ça, moi, je l'appelle, c'est un palestinocide. Et on est obligé de vivre ça tous les jours. Donc, pour un père, moi personnellement, le premier, quand je me réveille, première chose, c'est aller chercher de l'eau, parce qu'il faut avoir de l'eau. J'habite au 9e étage, donc je monte toujours les deux jerrycans de 20 litres à chaque fois pour avoir de l'eau chez moi. Et moi, heureusement, pour chercher de l'eau, je fais pas des kilomètres parce qu'il y a à côté de moi une petite station de purification de l'eau. Et en plus, c'est pas de l'eau potable, c'est vraiment de l'eau douce parce qu'il n'y a pas de traitement. Les stations ou bien ces centres de purification de l'eau, ça fait 2 ans où ils n'ont pas reçu ni de pièces détachées, ni des produits chimiques pour nettoyer l'eau, etc. C'est comme ce qu'on est en train de boire, c'est juste de l'eau douce, c'est pas de l'eau salée parce que nous, on est à côté de la mer, la majorité des nappes d'eau sont de l'eau salée, mais c'est pas du tout de l'eau potable. Et malgré ça, on prend ce risque-là pour moi et pour mes enfants. Après, je cherche du bois parce qu'il faut, en cuisine aujourd'hui avec des fours en argile. Et ceux qui ont la chance d'avoir ce four en argile ou bien ce bois-là, parce que ce bois, ça devient cher. Et il y a des gens qui l'achètent, moi je l'achète. Il y en a d'autres où ils laissent toute la famille, les femmes, les enfants, tout le monde chercher dans tous les coins de la bande de Gaza pour trouver tout ce qui est combustible pour essayer de réchauffer un peu de l'eau ou bien pour chauffer un peu à manger. Et une fois on a fini avec chercher le bois, c'est aussi chercher quelque chose à manger pour ceux qui ont la possibilité d'acheter du marché avec des prix 1000 fois le prix d'avant. Je n'exagère pas quand je dis 1000 fois. Avant, le sac de farine de 25 kilos, on l'a acheté à 20 shekels. Aujourd'hui, on l'achète à 3500 shekels, 4000 shekels, à peu près 1000 euros. Et c'est vraiment 1000 fois le prix d'avant. Et après, ça, c'est ceux qui ont de la chance, qui ont un peu d'argent pour acheter. Mais sinon, c'est faire la queue depuis le matin pour avoir un peu des lentilles ou bien un plat de lentilles devant les tequillas. Les tequillas, c'est un peu les cuisines communautaires, c'est un peu les restos du cœur à Gaza faits par des bienfaiteurs ou bien des associations pour donner à manger. On les voit normalement, ce genre de tequillas, à côté des comptes de fortune qui sont partout dans la bande de Gaza. Et en plus, les premiers arrivés sont les premiers servis parce qu'il n'y a pas suffisamment pour tout le monde. Et nous, personnellement, c'est un plat par jour. Ceux qui sont dans les tequillas, c'est aussi un plat par jour. Et encore, s'ils arrivent à avoir quelque chose de la tequilla, donc ils ont à manger. S'ils n'arrivent pas, ils n'ont rien à manger, malheureusement. Et leurs enfants, ils trouvent rien à manger. Et dans tout, ce quotidien d'aller chercher à droite et à gauche, c'est aussi être bombardé à droite et à gauche, parce que le bombardement, c'est partout. Les écoles sont bombardées, les tentes de réfugiés, des camps de fortune sont bombardés, les hôpitaux sont bombardés, les rues, les rassemblements, tout est bombardé. Donc, on vit sous le bombardement, on essaie de survivre. Et malheureusement, c'est pour ça que ne pas trouver à manger, c'est la pire sensation qu'un père de famille peut sentir quand il voit que son fils, il a faim, il n'arrive pas à lui fournir quelque chose à manger. Et c'est pour ça qu'on voit des milliers de personnes qui vont dans ces centres de distribution. Et justement, on sait qu'ils vont perdre leur vie, mais ils prennent ce risque-là justement pour la vie, pour leurs enfants, en espérant d'avoir un sac de farine ou un colis. Et c'est pour ça on voit parfois des blessés qui sont toujours avec leur sac de farine mis à leur colis, parce que pour eux, c'est équivalent à leur vie aussi. C'est 3 jours de plus pour leurs enfants à manger et à boire. C'est un quotidien très dur, c'est un mélange de la non-vie dans la mort, parce qu'on est en train de vivre la mort, on est en train de sentir la mort, on est en train de respirer la mort, on est en train de toucher la mort, on est en train d'entendre la mort 24/7. Et malgré tout ça, on essaye de survivre malgré toutes ces conditions-là et prendre ce risque-là. Moi, j'insiste toujours de parler de ce centre de distribution parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est toute la population qui va dans ces centres-là et c'est un peu le Hunger Game qui l'armée d'occupation est en train de jouer avec nous.
On prend le risque d'aller, entre guillemets, jouer ce jeu-là. On sait qu'on va être visé et tiré. Et malgré ça, c'est juste parce que nos enfants, ils ont faim, nos amis, nos familles, ils ont faim. C'est la pire humiliation qu'on est en train de faire, de voir. C'est la pire d'extermination qu'on est en train de subir. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne veulent pas utiliser les mots pour décrire ce qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui, on est en train de vivre pire d'extermination. Moi, j'appelle ça des israélisations parce que c'est une extermination de jamais vue dans le monde qu'avec les mains de l'occupation israélienne. Juste enfin, bah, effectivement, sur la distribution alimentaire, on a vu beaucoup d'images. Je vais peut-être revenir juste après. Il y a juste une question sur le chat. Je me permets de te la remonter parce qu'elle rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les blackouts. Il y a Déméter sur le chat qui demande. Donc, je ne sais pas si cette question peut vous mettre en danger si vous nous répondez. Attends, là, je la perds parce qu'il y a beaucoup de messages. Mais comment communiquez-vous avec nous si l'électricité est coupée et Internet très surveillé? Comment faites-vous concrètement? Ouais, voilà, c'est ça. Comment tu arrives, comment vous arrivez à avoir accès à Internet? Alors déjà, par exemple, pour être là en visio ce matin, mais même en général pour avoir de l'information. Et oui, sur cette question du fait qu'Internet est très surveillé, est-ce que vous connecter, c'est pas aussi une prise de risque parce que ça peut être surveillé par Israël, par exemple. Oui, déjà aujourd'hui, là, on n'est pas sous blackout parce que le blackout est terminé avant-hier soir pour la bande de Gaza, pour la ville de Gaza, pour Khan Younis, c'était hier. Et donc là, on n'est pas sur blackout, mais quand on est sur blackout, on utilise ce qu'on appelle les eSIM, c'est-à-dire des cartes SIM électroniques pour se connecter sur les réseaux de téléphonie israéliens, parce que ce réseau-là, puisque les Israéliens ils sont juste à côté, c'est-à-dire l'armée israélienne, quand ils arrivent à occuper un terrain, ils mettent tout ce qu'il faut pour les communications. Donc du coup, on peut capter ces compagnies-là de téléphonie. Mais malheureusement, moi j'avais ici, mais pendant ce blackout, ça ne marchait pas du tout, malheureusement. Il y en a d'autres Ok. journalistes qui ont pu faire marcher leur ici, mais qui a marché un peu. Après, pour les journalistes en général, il y a les grands médias qui ont vraiment des grands moyens, des téléphonies satellites, Mm. d'Internet par satellite et tout ça. Nous, on n'a pas ces moyens-là, mais on reste en contact suivant ces petites techniques de eSIM qu'on arrive à recevoir. Et, euh, et là, si on peut prendre de risques, bien sûr. Tout le monde est une cible dans la bande de Gaza. Et Ouais. même un fœtus dans le ventre de son maman, il est une cible. Donc, bien sûr, on prend un risque, mais vous rendez pas compte comment on est surveillé et comment on est puni. Parce que j'exagère pas quand je dis que l'armée d'occupation, le Shin Bet et les Mossad et tout ça, ils savent tout. Et quand je dis tout, j'exagère pas. Ils savent très bien, moi, qu'est-ce que j'ai fait. Ils savent très bien où est-ce que j'habite. Ils savent très bien combien j'ai d'enfants. Ils savent très bien ce que j'ai en train de travailler. Qu'est-ce que j'ai fait. Ils connaissent tout. Et c'est ça le problème, c'est que quand ils font ces massacres, ces boucheries, moi je l'appelle des israéleries, ils savent qu'il y a des centaines de personnes qui vont être tuées, mais ils le font. Ils savent qui est mort. Ils savent, c'est quand ils bombardent un quartier, ils savent qui habite dans ce quartier-là. Nous, la première fois, quand on était dans la ville de Gaza, avant de sortir de la ville de Gaza, on a reçu un appel téléphonique d'un capitaine de Shin Bet ou bien de l'armée d'occupation qui nous demande de quitter. Et il sait à qui il a appelé. Ils savent les numéros de téléphone de chaque personne dans la bande de Gaza. Et c'est ça que vous, à l'étranger, vous n'arrivez pas à percevoir que les Israéliens et l'armée d'occupation, ils savent tout sur nous. Et j'exagère pas quand j'ai dit tout. Mhm. Ils savent toute personne, les 2,3 millions de personnes, ou bien ceux qui restent de 2,3 millions de personnes, et ils savent tout sur nous. Et chacun, il est classé. Et c'est pour ça que pendant la guerre, ils ont utilisé ce qu'on appelle la vendeur, là, l'intelligence artificielle pour tuer les gens, parce qu'ils ont des bases de données sur tous les Palestiniens. Il suffit que moi, j'ai fait un appel à quelqu'un qui travaille à la police à Gaza, par exemple. Je suis une cible, donc tout de suite, on est bombardé, moi et ma famille. Ils savent très bien qu'on est avec nos familles, ils savent très bien qu'on dort avec nos familles, ils savent très bien qu'est-ce qui se passe. Je vais donner juste un petit exemple, c'est que quand les Israéliens ils veulent éviter la mort des gens, ils peuvent le faire. La dernière fois, ma belle famille, ils se sont déplacés pour la énième fois. Et là, la dernière fois, ils étaient dans le centre-ville de Gaza, ce qu'on appelle la vieille ville de Gaza.
Et l'armée d'occupation, ils ont appelé les habitants qui habitent dans cette zone-là de quitter parce qu'ils vont bombarder un immeuble dans cette zone-là. Donc, ils ont appelé tout le quartier pour dire évacuer parce qu'on va bombarder tel immeuble, en précisant qu'il y avait tel immeuble. Donc, ma belle famille, ils sont tous partis le frère de mon épouse Sabah, il a oublié son fils. Il a oublié Qais. Et Qais, il a 5 ans, il l'a oublié dans le bâtiment. Et l'armée d'occupation, ils l'ont appelé, ils m'ont dit, vous avez oublié votre fils, allez le chercher parce qu'il est toujours dans l'immeuble. Donc, ils savent même qui est resté dans l'immeuble, qui fait quoi que ce soit, mais quand ils veulent éviter, ils peuvent le faire. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement l'inverse. Ils savent tout et ils bombardent tout. Donc, si on prend des risques, oui, on prend le risque. Et justement, ça fait partie déjà, en tant que journaliste, ça fait partie de notre travail. Et en plus, en tant que citoyen palestinien, tout le monde est une cible, donc on continue la vie, on va pas se cacher, et on peut pas se cacher déjà, parce que là, on est vraiment découvert de tout, que ce soit dans les tentes de réfugiés, dans les camps de fortune, chez nous, dans les écoles, tout le monde est bien suivi. Les drones, ils sont là 24/7, le bordement de drones, on l'entend tout le temps, les satellites, tout ce que vous voulez comme moyens technologiques, ils sont très, très, très forts là-dessus, et on va savoir d'ici 20 ans, la technologie qu'on est en train que l'armée d'occupation ils sont en train d'utiliser pendant cette galère, on va le découvrir dans 10 ans et vous allez voir comment on est bien surveillé et bien puni. Justement, c'est vrai que tu as raison de le rappeler, à quel point on s'en rend pas compte parce que nous, votre quotidien, on l'a par des images. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. C'est pour ça que je te posais la question. Euh, pour revenir un petit peu, on parlait tout à l'heure justement des distributions alimentaires, de l'aide humanitaire, enfin de l'aide humanitaire. Je mets des guillemets sur aide humanitaire, bon, ça peut se discuter quoi. Mais il y a, il y a quelque chose qui fait pas mal l'actualité ces dernières semaines, la nouvelle fondation humanitaire pour Gaza, la Gaza Humanitarian Foundation, qui a été fondée par un ancien militaire états-unien, il me semble, et soutenu par Israël. On en parle beaucoup en France depuis plusieurs semaines. On a vu des images de distribution avec voilà, tout ce que ça a suivi derrière, des tirs de l'armée israélienne, etc. Concrètement, cette fondation-là, comment vous l'avez vu arriver à Gaza et et quelles conséquences ça a en fait qu'Israël gère à ce point l'aide alimentaire, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Oui, bah, il faut juste dire un truc, c'est qu'au début de la guerre, il y avait des buts déclarés et des buts non déclarés. Et à chaque fois, c'était cette guerre-là pour éradiquer le Hamas, pour libérer le peuple palestinien du Hamas, pour libérer les prisonniers israéliens qui sont dans les mains de Hamas. Mais après, une fois et Trump il a eu le pouvoir, là, les buts non déclarés sont sur la table. Les Israéliens, le Premier ministre, le ministre de la Guerre, il n'arrête pas de le dire clairement. Le but, c'est déporter toute la population de Gaza. Déporter parce qu'ils veulent faire de Gaza Riviera, mais pas pour les Palestiniens, pour d'autres personnes, pas que pour nous, parce qu'on ne mérite pas de vivre sur notre terre. Et donc, ils n'arrêtent pas de le dire. Et justement, quand ils ont fait cette compagnie-là, ils ont dit qu'on a fait ce centre de distribution déjà pour effacer l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'agence tunisienne pour les réfugiés palestiniens. Et les autres ONG internationales ou bien unisiennes aussi qui distribuent de l'aide humanitaire, et justement pour que l'aide humanitaire reste dans les mains des Israéliens. Et c'est vraiment la technique ou bien la stratégie coloniale, c'est on vous tue, mais en même temps on vous donne à manger. Et ils ont fait exprès de faire ces centres de distribution au sud parce qu'ils veulent que la population se dirige vers le sud, à côté de Rafah ou bien à côté des frontières égyptiennes pour que justement après on sera déporté dans d'autres pays. Ils le disent clairement, ils ne le cachent pas. Donc c'est le but de cette compagnie-là, c'est finir ce projet de déportation des Palestiniens, d'effacer l'existence palestinienne à Gaza. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire ce centre de distribution. C'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est pas parce qu'ils veulent nous aider. Et ils l'ont dit. Ils n'ont pas dit que
On a ouvert ces centres de distribution parce que malheureusement, pour des raisons humanitaires, il y a la population qui souffre. Oh, non, pas de regret, rien du tout. Ils l'ont dit clairement. On l'a ouvert pour déporter la population palestinienne. Et la deuxième raison, parce qu'on a eu des pressions de la part de l'Occident et on ne veut pas perdre d'amitié, de la sympathie de l'étranger. Ils l'ont dit clairement. Donc, ils ont fait ces centres de distribution et en même temps, maintenant, ils sont en train de faire ce Hunger Game dans ce centre de distribution. Il y a des milliers de personnes qui vont parce qu'ils sont affamés, parce qu'ils veulent avoir à manger, parce qu'ils veulent donner à manger. Et quand ils vont sur place, ils se font tirer, tuer et malheureusement des massacres. Aujourd'hui, là, je l'ai dit au début, là, à l'heure où on parle, 45 personnes ont été tuées en attendant les camions qui viennent cette fois-ci de Karim Shalom, pas de centre de distribution. Mais justement, les gens, ils attendent parce qu'ils sont affamés, ils veulent chercher, chacun il veut chercher un sac de farine. Et et là, ils étaient bombardés et on a 45 morts jusqu'à présent. Et malheureusement, c'est ça le jeu des Israéliens, c'est une pire humiliation, c'est d'être tué parce qu'on veut avoir à manger à nos enfants, parce qu'ils savent très bien qu'on est là pour chercher un sac de farine et parce qu'ils sont en train de nous voir comment on est en train de se précipiter et parfois se disputer pour avoir un sac de farine et ils nous tuent à cause de ça. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, les Israéliens, c'est purement pour leur politique de déportation, de nettoyage ethnique et de ce gaz acide qu'ils sont en train de nous faire imposer. Parce que justement, le but, c'est... Enfin, tu l'as dit, mais du coup, peut-être pour les gens qui en ont pas vraiment conscience, parce que le but principal du gaz acide aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire partir de la bande de Gaza. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment qu'Israël récupère ce qui reste pour que ça appartienne à Israël. Et du coup, le but, ce serait de vous faire partir en Égypte, par exemple, j'imagine. Je ne sais Puis pas de si vous c'est en repousser vers Égypte le parce qu'ils sud. ont déjà proposé en Égypte, les Égyptiens, Ouais. ils ont refusé, mais il y a d'autres pays où ils l'ont dit clairement qu'ils négocient avec d'autres pays de nous recevoir. On est 2,3 millions de personnes, donc on peut être dessous dans n'importe quel continent. Mais le problème, c'est que la volonté des Palestiniens de rester ici. Là, on a vécu pire génocide et nettoyage ethnique, et malgré ça, il y en a à peu près 400 000 personnes qui sont restées dans le nord de la bande de Gaza, ils ne voulaient pas partir. C'est vrai que maintenant on est affamé, c'est vrai que c'est la pire des choses d'entendre notre enfant qui demande à manger, il n'arrive pas à lui donner à manger, et qu'on prend le risque pour chercher. Mais quand il s'agit vraiment d'un déplacement faire sorcer ou bien se faire déporter, je crois que la population palestinienne, une bonne majorité, ils vont pas partir, quoique il y a une autre majorité qui veulent partir parce qu'il ne reste plus rien à Gaza. Et ceux qui veulent avoir une meilleure vie pour leur famille, pour leurs enfants, et ils veulent qu'ils partent de Gaza, choisir un autre pays pour avoir une meilleure vie pour leurs enfants. Parce que même si la guerre, ça s'arrête aujourd'hui, c'est toujours la guerre après la guerre, parce que c'est une nouvelle guerre, parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'université, et surtout il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de reconstruction, parce que aussi la reconstruction, c'est une arme que l'occupation utilise depuis plus longtemps. On a vécu plusieurs guerres et à chaque fois, après la guerre, c'est toujours cette arme-là de reconstruction qui n'est pas facile. Là, d'après les Nations Unies, on est à 80% des habitations de Gaza sont détruites, que ce soit de façon complète ou partielle. Et donc, imaginez comment une population de 2 millions de personnes peut vivre que sur les décombres. Ça ne va pas être aussi facile que ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont partir. Et justement, c'est ça la politique, c'est qu'on vous tue, on vous massacre, on vous prive de manger, on vous prive de tout, d'université, d'école, d'enseignement. On veut vous faire de vous un peuple ignorant. Et après, on vous dit, si vous voulez partir, c'est volontaire. C'est pas nous qui vous a forcé, on vous a pas forcé pour partir. Mais ils font tout pour que la vie ou bien Gaza soit invivable pour que la population parte. Et justement, aujourd'hui, sur le fait que Israël veut tout faire pour que la population parte, il reste, enfin, ces départs-là, alors il me semble qu'ils sont euh, malgré tout impossibles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a quand même enfin, tu confirmeras peut-être ou pas, hein, mais on a pas mal de témoignages de Gazaouis qui essaient justement de récolter de l'argent. On a des cagnottes à l'international pour essayer de quitter la bande de Gaza, mais qui n'y arrivent pas.
À quel point c'est vrai, à quel point les gens sont partis, et à quel point les gens restent. On va peut-être en parler un peu tout à l'heure, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même cette volonté de malgré tout rester quoi. Combien il y a de gens vraiment qui sont partis, s'ils peuvent encore partir quoi. Ceux qui sont partis, on le sait déjà, c'est à peu près entre 100 et 130 000, je crois, d'après les chiffres Ok, donnés par les Égyptiens qui sont partis. Parce que pour partir, il faut partir via l'Égypte. Donc, d'après les chiffres qu'on a eus, entre 100 et 130 000 personnes qui sont parties de Gaza quand le terminal de Rafah était ouvert. Là, s'il y a d'autres personnes qui vont partir, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont partir. Et justement, c'est surtout la jeunesse qui veulent continuer leur vie, une vie meilleure pour leurs enfants, éduquer leurs enfants, les mettre dans des écoles, dans des universités, avoir des bons soins, et surtout les gens qui ont des enfants ou bien eux-mêmes qui ont des maladies chroniques, maladies graves, maladies de cancer, maladies de tout ce qui est maladie, parce que malheureusement tous ces malades, ces patients qui souffrent des maladies graves, ils sont en train de mourir silencieusement et lentement à Gaza parce qu'il n'y a pas de soins. Je donne toujours l'exemple du cancer parce que le seul hôpital qui, avec des petits moyens, avait la possibilité de donner tout ce qui est chimiothérapie pour les patients de cancer a été détruit par l'armée d'occupation. Et l'hôpital qui reste, c'était l'hôpital européen qui donnait encore un peu de soins pour ces gens-là. Il a été attaqué et maintenant il est dans la zone rouge, donc on ne peut pas avoir accès. Donc du coup, malheureusement, ces patients-là, ils sont en train de mourir silencieusement et lentement, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas de soins. Et donc, le jour où il va trouver une solution d'aller faire soigner son fils, ou bien déjà, si on veut parler des blessés qui ont besoin d'être soignés à l'étranger, parce que notre service de santé est anti, d'après l'UNICEF, on parle d'à peu près 40 000 enfants. Je parle que des enfants qui doivent être opérés à l'étranger. Donc, ces familles-là, ils vont partir, 40 000 personnes, donc 40 000 familles qui vont partir parce qu'ils veulent faire soigner leurs enfants, parce qu'ils veulent une meilleure vie pour leurs enfants et parce qu'ils veulent que leurs enfants restent en vie. Et donc, bien sûr, il y a des gens qui vont partir. Et après, si on est toujours dans la non-vie à Gaza et qu'on va rester dans la famine, même si la guerre va s'arrêter et qu'on va rester dans la famine, il n'y aura pas d'éducation, il n'y aura plus rien, bien sûr que les gens ils vont prendre la décision de partir parce que nous, on n'est pas un peuple suicidaire, c'est un peuple mm. justement qui veut vivre, un peuple qui veut avoir la prospérité pour son peuple, pour son pays, etc. Mais on n'est pas là juste le bout de terrain sans Palestiniens. La Palestine, c'est les Palestiniens. C'est pas la terre. Le bout de terre, on est attaché parce qu'il y a l'existence de l'homme palestinien, de l'existence d'un Palestinien. Mais c'est pas parce que c'est juste la Palestine et qu'il n'y a pas de vie, on va se suicider, on va rester. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre la décision de partir. Et c'est justement s'il va y avoir la reconstruction, la prospérité à Gaza, et donc les gens ils vont choisir de rester. Et peut-être justement sur ce que je posais la question tout à l'heure de les gens aujourd'hui qui veulent partir, est-ce que c'est encore aujourd'hui possible de partir de la bande de Gaza ou tout est fermé? Non, non, maintenant c'est un blocus hermétique. Ouais. Il y a eu quelques cas, quelques centaines de personnes qui sont parties. Et ça fait partie de ce qu'on appelle l'évacuation des ambassades. C'est-à-dire soit Mhm. ils ont une double nationalité, soit c'est un peu patrimoine familial, c'est-à-dire son fils ou bien son père, et il a une nationalité étrangère, donc il l'a ramené chez lui. Soit maintenant c'est juste pour les transferts médicaux, il y a à peu près 20 à 25 personnes qui partent presque toutes les 2 semaines pour se faire soigner à l'étranger. Mais tout est fermé malheureusement et c'est un blocus hermétique, que ce soit depuis la mer, le ciel, la terre, et tout est fermé. Donc non, il n'y a pas ce genre on n'a pas la possibilité de partir. Mhm. Et c'est pour ça qu'on est avant on était dans une prison à ciel ouvert, aujourd'hui on est dans une cage à ciel ouvert parce qu'on est à 30%, 35% de la surface de la bande de Gaza où il y a 2 millions de personnes qui vivent. Et donc non, on n'a pas le choix. Et justement, l'armée voulait nous faire pousser vers l'Égypte ou bien vers les frontières avec l'Égypte pour que continuer les massacres et tout ça, pour que s'il y a les portes qui vont être ouvertes, toute la population va partir et il n'y aura plus personne qui va rester à Gaza. Mhm. La réaction de l'Égypte là-dessus, c'est quoi?
L'Égypte, ils étaient très clairs dès le début que non, ils n'acceptent pas le transfert, ils n'acceptent pas que l'Égypte, même les Palestiniens, on n'accepte pas ce transfert-là. On a eu l'expérience en 48 où nos ancêtres ils étaient déplacés de force justement par des milices juifs à l'époque. Aujourd'hui, ils sont devenus une armée, les descendants, ils sont devenus une armée officielle, c'est l'armée d'occupation. Mais c'est la même technique, c'est de faire sortir de nos terrains, nos villes, de la Palestine pour occuper toute la Palestine. Donc, je crois que personne ne veut revivre cette expérience-là. Et surtout, on sait très bien qu'une fois on est parti, on ne va pas revenir. Et là, la question des réfugiés palestiniens, ça fait 76 ans qu'ils attendent le retour. Et jusqu'à présent, ils sont pas retournés. On va pas faire la même erreur, même si on est en train de vivre un génocide. Tant qu'on a le choix de rester, on va rester, on va pas bouger. Mais je réfléchis, ouais, mais comment dire? Parce qu'il y a des gens qui posaient un peu les questions sur le chat tout à l'heure. Pas, comment dire? D'une impression extérieure de personnes voilà, qui ne connaissent pas ce que vous vivez, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions tout à l'heure qui sont remontées de gens qui ne comprennent pas ce paradoxe d'à la fois Israël qui veut vous faire partir et qui en même temps vous empêche de partir. Est-ce que ça fait partie pour toi de ce Gazacide, c'est-à-dire que il y a à la fois des buts qui sont assumés, d'autres non, et qu'au final, peut-être que enfin, comment dire, il y a peut-être des buts au-delà de simplement vous faire partir. Comment tu expliques Non, ça? ça fait partie de de cette guerre-là. C'est la guerre déjà psychologique, parce que l'occupation, c'est pas juste une guerre militaire, c'est une guerre psychologique pour changer un peu l'esprit, pour changer les pensées, pour changer un peu la façon de penser, pour changer les notions, pour changer tout. Parce que nous, pendant la guerre, on a perdu, entre guillemets, la boussole. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. On vit dans le mode survie. Et là, c'est exactement ça. Vous prenez un chat, vous le mettez dans une cage, et vous commencez à le tabasser, le tabasser, le tabasser. Avant, vous laissez la porte de la cage, vous laissez la porte de la cage ouverte, personne ne sort. Mais le jour où la tabassez très, 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 très fort, tabassez la famille de ce chat-là, vous commencez à le tabasser, tabasser. Le jour où il y a une possibilité d'une petite fenêtre, bah, le chat, il va partir tout de suite. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de subir le pire, parce que si on veut faire la comparaison, par exemple, des gens qui ont pris la décision de partir, le premier jour de la guerre, personne ne voulait partir. 2 mois après la guerre, il y a, je donne des chiffres, n'importe quoi, mais juste Mhm. l'exemple, Ouais, ouais. 20 personnes, ils voulaient partir. Un mois après la guerre, un an après la guerre, il y a 100 personnes qui veulent partir. Et c'est exactement parce que là, on est en train de vivre de pire, de pire, de pire, de pire, pour que quand la porte sera ouverte, tout le monde va se précipiter pour partir. C'est exactement la technique qu'ils sont en train de faire pour la nourriture. Ils nous approvient de nourriture, on est affamé, et le jour où c'est l'occupation, c'est-à-dire on sait très bien que cet Israélien qui nous donne à manger, ou c'est lui-même qui nous tue. Et malgré ça, on y va parce qu'il faut qu'on reste en vie. Et justement ça, là, ils sont en train de nous serrer cette cage-là pour que le jour où il y a une petite fenêtre, le chat, il va partir directement de cette cage-là et il n'y aura plus de personnes. Et on va dire que le chat est parti volontairement parce que nous, on ne voulait pas le faire partir, mais c'est juste qu'il est parti volontairement. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Le problème, c'est que on ne se rend pas compte, nous et l'étranger aussi, de la guerre psychologique qui est en train de se faire passer. Parce que là, ils sont en train de, c'est pire qu'un nettoyage de cerveau. Ils sont en train de faire, de tout changer dans notre esprit, de mettre en question la résistance, la lutte, la persistance. Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut partir? C'est quoi la Palestine? C'est quoi un Palestinien? Est-ce que c'est pas mieux de partir à l'étranger et libérer la Palestine depuis l'étranger? Est-ce que non, il faut dire que c'est bon, on va laisser la Palestine, si on a un meilleur endroit, on va aller dans un meilleur endroit. Ils sont en train de tout. Il y a des gens qui sont en train de poser des questions qui avant c'était même pas pensable. On n'arrive pas à penser qu'un jour je vais quitter parce que la Palestine c'est pour les Israéliens. Alors qu'aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, les gens, ils ont commencé à se faire des questions parce qu'ils ont perdu
toute notion, si on veut dire, cette notion de lutte contre l'occupation, de rester en Palestine, tout ça, on est en train de perdre. Parce que déjà, c'est un génocide, nettoyage ethnique, pire massacre et boucherie israélite, et en plus, silence de la communauté internationale. C'est vraiment ce silence-là qui tue. C'est-à-dire, on est en 2025, les gens, ils sont en train de nous voir comment nos enfants ils sont massacrés, comment ils sont en chair, comment ils mettent ils mettent la chair, ils mettent dans des sacs pour les enterrer. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à avoir un enterrement, qui sont toujours depuis 2 ans sous les décombres jusqu'à l'heure où on est en train de parler. Il y a des centaines de familles qui sont toujours sous les décombres. Ils n'ont pas eu la dignité d'être enterrés. Et donc, c'est tout ça, et devant tout ça, c'est un silence. Et je parle je parle pas de la population, des populations, parce que les populations, ils sont très conscientes et ils savent très bien ce qui se passe. Ils ont envoyé ça dans les manifestations, dans les universités, dans tout. Mais je parle du pouvoir, des chefs de gouvernement et les présidents, que malheureusement, tout ça est en train de se passer sous leurs yeux et personne ne bouge. On va parler juste après des réactions à l'international, justement des gouvernements et à la fois des quelques mobilisations qui ont récemment fait l'actualité. J'avais juste peut-être une question juste avant qu'on parle de ça. Il y a d'autres choses qui ont fait un peu l'actualité, notamment dont toi tu as parlé dans des récents journaux de bord. Juste petit message pour des gens sur le chat qui voudraient envoyer les liens de ton journal de bord sur Orient 21, que tu as aussi publié une partie aux éditions Libertalia. Pardon, ça, en France, en tout cas, je le rappelle. Euh, euh, Tu parlais récemment dans un de tes journaux de bord que j'ai relu hier des milices qui sont présentes à Gaza. Alors, dans un de tes journaux de bord, je crois que c'est le dernier, je te cite, hein, tu dis, il y a seulement, il n'y a, comment dire, il y a seulement une guerre entre occupants et occupés. Les Israéliens savent qu'ils ne peuvent pas la gagner, alors ils veulent la transformer en guerre civile, comme les Américains ont réussi à le faire en Irak. C'est quoi cette stratégie de milice? Tu peux revenir un petit peu dessus. J'ai pas tout noté les éléments. Si tu veux revenir un peu sur qu'est-ce que c'est exactement ces milices qui sont présentes à Gaza, mais voilà, au nom enfin, pour Israël, quoi, en gros. Comment ça fonctionne cette stratégie-là? Tu parles de guerre civile. Comment les Gazaouis ils tentent de résister à, à ça, quoi? Déjà, c'est pas des milices, c'est juste une seule milice qui a été créée Ah, ok, ouais. récemment. Euh, mais actuellement, c'est une seule milice. Mais la stratégie israélienne, c'est avoir plusieurs milices. Et c'est toujours la même chose de tout occupant qui cherche à diviser la population. C'est qu'il renforce, par exemple, les familles. Nous, les Arabes en général, et surtout à Gaza, on a toujours cet esprit tribal. On est toujours lié à la famille. Et quand je dis famille, c'est pas le père et la mère, mais c'est toute la famille qui porte le nom de famille, c'est-à-dire les cousins, les cousines, tout. Donc, pour les Israéliens, ils ont essayé depuis le premier jour de la guerre. Pareil, ils l'ont dit clairement. Ils disent on va donner le pouvoir à des familles à Gaza, on va éradiquer le pouvoir de Hamas, on va donner le pouvoir à des familles à Gaza pour qu'ils prennent le pouvoir, pour qu'il y aura une administration dirigée par ces mortals ou bien ces chefs de famille. Ça n'a pas marché. Donc, du coup, ils ont commencé à faire autrement, c'est donner d'autres, comment dire, donner des avantages à ceux qui veulent coopérer avec eux. Et justement, il y avait ce fameux Abu Shabab qui est dans une zone qui est considérée aujourd'hui comme une zone occupée. Il n'y a que l'armée d'occupation et lui et les cinquantaines de personnes qui sont avec lui. Et il a commencé récemment à faire des vidéos comme quoi il a libéré Rafah et il demande aux habitants de Rafah de revenir. Il a mis des numéros de téléphone pour les appeler. Justement, ces numéros de téléphone pour appeler les Israéliens parce qu'on ne peut pas arriver à cette zone-là sans la coordination des Israéliens. On est tout de suite tués. Et en plus, il veut nous faire aller dans cette zone-là, les habitants qui habitaient dans cette zone-là qui s'appelle Shoka, de revenir, mais il n'y a pas de chez eux. Tout a été détruit, donc il a implanté des tentes. On dit voilà, vous trouvez des tentes, vous trouvez à manger, à boire. Je suis là pour vous protéger, mais protéger de qui?
Mais il n'y a personne, à part l'occupation, il n'y a que lui et l'occupation. Et donc, l'occupation au début, ils ont fondé cette milice-là avant d'occuper toute Rafah. Et lui, il était dans la zone où il sortait les camions de Karim Shalom. Et c'est lui qui détournait les camions de Karim Shalom avec la protection des Israéliens, avec la protection des quadcopters et des drones pour que les camions qui entrent pas. Et justement, les Israéliens demandent aux chauffeurs de camions de passer par cette route, justement pour que lui, il détourne cette aide humanitaire, après pour le vendre, pour gagner un peu d'argent. Et surtout, c'est un prétexte pour l'armée pour dire qu'on voulait faire passer de l'aide humanitaire, mais l'aide humanitaire est en train de se faire détourner. Mais c'est détourné par les mains de l'occupation, c'est par Abu Shabab. Et là, parce que quand ils ont trouvé que malheureusement les gens ou bien l'Occident ils écoutent ce qui la version israélienne est toujours malheureusement entendue, alors que nous notre parole c'est la parole du plus faible, donc on n'est pas entendu. On a toujours dit que Abu Shabab c'est la protection des Israéliens, c'est lui qui détourne, c'est avec les yeux des Israéliens, c'est avec l'aide des Israéliens qu'il est en train de détourner l'aide humanitaire. À l'époque, il ne voulait pas nous écouter. Un an après, là, il y a 2 mois à peu près, bah, tout le monde commence, les Israéliens eux-mêmes, ils commencent à parler de ce Abu Shabab, et lui, il se déclare comme le sauveteur ou bien le libérateur de Gaza ou bien de Rafah, et c'est justement sous la protection israélienne. Donc, c'est une milice qui a été faite par Israël et justement est en train de se les faire armer, de demander aux gens de recruter. Il fait des recrutements pour que la milice soit un peu grande. Et justement, c'est la technique qu'ils ont utilisé les Américains à l'époque en Irak pour affronter Al-Qaïda à l'époque. Ils ont fait un truc qui s'appelle le Sahawat ou bien Sahwa. Justement, c'est des grandes familles sunnites à l'époque pour dire que pour affronter eux-mêmes, parce que les Américains ne pouvaient pas affronter Al-Qaïda directement. On se dit, bah, c'est des Irakiens entre eux qui se tuent. Nous, on est dans le safe side, il n'y aura pas de perte de vie américaine ou bien de l'armée. Donc, ça fait être entre Irakiens et que si l'un d'eux gagne, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, nous, on est loin. Et c'est Sahawat, le jour où l'armée américaine se sont retirées de l'Irak, on n'entend plus de Sahawat. Et pareil, les Israéliens, ils ont fait la même chose au sud de Liban à l'époque, quand ils ont occupé le Liban. Ils ont laissé un parti ou un territoire, le sud de Liban, dirigé par ce qu'on appelle Antoine Lahad. Il n'y a que lui, c'est-à-dire lui et son armée à l'époque, qui habitait dans cette zone-là. Et c'était une zone libanaise, mais c'est une zone qui est protégée par l'armée d'occupation. Le jour où il y avait le retrait de l'armée d'occupation israélienne, Lahed, il a pris la fuite avec les Israéliens en Israël, et donc on n'entend plus parler de ça. Donc c'est toujours cet esprit-là. Ils veulent faire la même chose. Pour Abu Shabab, c'est la même chose. Les gens, ils savent qu'il est en train de coopérer avec l'occupation. Et le problème, c'est qu'il est en train de coopérer avec l'occupation pendant un génocide. Parce qu'il y en a beaucoup qui coopèrent avec l'occupation, malheureusement. Mais là, c'est pendant un génocide. Donc, ils participent au génocide. Et c'est pour ça que le jour où il va y avoir un retrait israélien, le pauvre, il va avoir le même sort que Antoine Lahad. Soit il va partir en Israël, soit il va affronter son sort, malheureusement, à Gaza, comme un collabo ou un traître. Mmh. Oui, justement, il y a Brain Eating qui posait une question comme ça aussi sur le chat, qui disait la famille Abu Shabab l'a déjà renié. Combien de temps va-t-il tenir s'il sort de la zone de contrôle israélienne? Donc, tu as déjà un peu répondu, c'est-à-dire qu'il sera traité comme un collabo, en fait. Oui, mais je suis sûr qu'il va partir avec l'armée, sauf que si l'armée, ils vont le laisser tomber comme ils font d'habitude avec tout collaborateur qu'ils ont fait. Par exemple, l'armée de l'Ahed, il y en a une bonne majorité qui sont restés au Liban et malheureusement ils étaient prisonniers après pour de collaboration et traître et trahison. Et là, ça va être la même chose. Je ne crois pas que les Israéliens, les traîtres, ils l'utilisent juste comme un outil. Ils ne sont pas vraiment fidèles aux traîtres Ouais. parce qu'ils savent très bien si quelqu'un il a trahi son pays, bah, ils peuvent trahir les Israéliens facilement. C'est quelqu'un qui s'achète et qui se vend. Donc, ils ne le font pas confiance. Mais on ne sait pas comment ça va être son sort. Soit il va prendre recours et secours en Israël, ou bien il va finir dans les prisons palestiniennes à Gaza. Donc on a parlé de la milice. Il y a un autre, comment dire,
il y a un autre sujet de l'utilisation par Israël de groupes militaires. Il y a, t'en as sûrement entendu parler. Il y a donc le 5 juin dernier, il y a un député israélien d'extrême droite, Avigdor Lieberman, qui avait affirmé que Netanyahou fournissait des armes à un groupe lié à l'État islamique. Netanyahou, il a répondu en disant, bah oui, on le fait, et qu'est-ce qui va pas avec ça? Toi, depuis la bande de Gaza, comment tu vois ça? Comment tu analyses ces pseudo-révélations? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui touche les Palestiniens, ou est-ce que c'est juste une sorte de manipulation politique vis-à-vis du Hamas? Qu'est-ce qu'il en est Non, mais réellement de ça, en fait? Lieberman, il parlait de Abu Shabab. Mais Ok, c'est juste parce qu'il y a eu une guerre médiatique entre Lieberman et Netanyahou. Il a dit que c'est un mec de Daesh et tout, alors que d'accord, ok, c'est un trafiquant de drogue à l'origine. ok. Mais c'est juste pour dire qu'il est en train de financer. Mais ce qui a reproché, comment il s'appelle, Lieberman, c'est plutôt que Netanyahou, il l'a fait sans que le cabinet était au courant. Et il a financé, il a donné de l'argent, il a donné des armes, il a donné même des véhicules à ce Abu Shabab, mais le cabinet de sécurité n'était pas au courant. Il y avait juste quelques-uns qui étaient au courant, et c'est pour ça que lui, il a révélé le grand secret que nous, on l'a déjà dit depuis le premier jour, mais je répète, notre parole contre la leur, personne ne nous croit, mais le jour où ça sort de la bouche d'un Israélien, tout le monde Ouais. s'est venu précipiter. Ah, c'est qui Abu Shabab? Ah, c'est qui Abu Shabab? Et moi, j'avais parlé d'Abu Shabab il y a un an en disant que l'armée d'occupation, c'est lui qui détourne sous la protection de l'armée d'occupation. Personne ne nous a écoutés. Et à l'époque, c'était justement pour l'aide humanitaire que les Israéliens ils l'ont refusé. Et pareil, ils font la même chose aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas trouvé de raison d'Abu Shabab. Ils ont trouvé une autre raison en disant on ne fait pas rentrer l'aide humanitaire parce que c'est le Hamas qui détourne et que ils mettent la main sur l'aide humanitaire. On a dit plusieurs fois que c'est pas vrai. Le Hamas ne met pas la main sur l'aide humanitaire. Même si c'est vrai que le Hamas mette la main sur l'aide humanitaire, c'est quoi? Pourquoi ils font ça? Ils le font, s'ils l'ont déjà fait, s'ils l'ont déjà fait pendant la famine, justement pour payer, pour vendre l'aide humanitaire et payer leurs salariés. Si on va dire que c'est vraiment, ils ont mis la main, mais le jour où l'aide humanitaire est partout, qu'est-ce qu'il va faire le Hamas avec les militaires? Ça vaut pas d'argent. Ils peuvent pas ni le détourner, ni le vendre. Et on a Mm. toujours dit, et moi j'avais une discussion avec un diplomate à l'époque, où il m'a dit, j'ai des rapports que le Hamas détourne l'aide humanitaire. Je dis, oui, vous êtes à Jérusalem, moi je suis à Gaza, je défends pas le Hamas, mais je dis que le Hamas ne mette pas la main sur l'aide humanitaire. Et parce que même s'ils vont mettre la main, et ils l'ont fait parce que pour payer leurs salariés, mais le jour où cette aide humanitaire qui vaut rien dans le marché, personne ne va mettre la main. Et là, on est en train de faire cette expérience-là. Là, ils sont en train de faire passer la farine. C'est une façon constante, mais c'est pas suffisante. On parle de 20 camions tous les 3 à 4 jours. Mais quand même, ces 20 camions, ils ont fait baisser le prix de 1000 euros le sac de 25 kilos. Aujourd'hui, on est à peu près à 200 euros. Donc, si ça va continuer en plus, le sac, il va valoir rien du tout, 5 euros. Il sera à la portée de tout le monde et personne ne va détourner l'aide humanitaire. Et à chaque fois, c'est ça le problème, c'est que la propagande israélienne, ils parlent quand ils veulent, tout le monde les croit, mais quand nous, on parle ou on dit quelque chose, personne ne croit. Ils mettent toujours en doute ce qu'on dit. C'est la loi du plus fort, on est les plus faibles malheureusement, mais l'Occident, ils sont en train de se rendre compte qu'ils étaient plus ou moins manipulés par les Israéliens. Et jusqu'à présent, ils sont toujours manipulés. L'exemple aussi de nombre de victimes. À chaque fois, quand on parle de nombre de victimes, suivant le ministère de la Santé de Hamas, suivant Mm. le Hamas, Ouais. suivant... Là, il y a la guerre entre l'Iran et Israël. Personne n'a dit suivant le ministère de Santé israélien. Personne ne dit oui, c'est des chiffres donnés par le ministère de la Santé israélien. Parce que les Israéliens, ce qu'ils disent, c'est acquis, mais nous, quand Mm. on parle de quelque chose, bah, il faut mettre en doute tout. Et justement, parce que moi, je le comprends, parce que personne ne peut comprendre qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de morts qui sont en train de se faire massacrer. Et personne, en 2025, il a cette perception que
il y a quelqu'un qui peut faire ça. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en doute le nombre ou bien le chiffre des morts, parce que pour eux, c'est impossible. Il y aura, avec une frappe, 1000 Palestiniens tués, des enfants et des femmes. Mais on l'a répété plusieurs fois, on l'a dit plusieurs fois. Et maintenant, je crois qu'ils ont commencé à comprendre que notre parole, surtout de la part des journalistes, on ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas de la propagande, on est en train de transmettre la réalité telle qu'elle est, mais personne ne nous écoute parce qu'on est malheureusement les moins forts ou bien les plus faibles. Justement, sur la parole des journalistes, ça rejoint un peu, ça rejoint un peu ce que nous, par exemple, on voit en France aussi, avec le fait que pendant 1 an et demi, enfin, là, ça commence un peu à bouger, mais légèrement, pendant 1 an et demi, c'est vrai qu'on n'entendait jamais parler, par exemple, du nombre de journalistes palestiniens qui étaient tués par l'armée israélienne. Euh, comment, euh, comment dire? Euh, c'est, c'est lié, enfin, est-ce que pour toi, c'est lié à, je sais pas, des dizaines d'années de propagande israélienne qui justement ont essaimé dans les esprits et maintenant sont plus vraiment remis en cause, et le fait qu'aujourd'hui on commence un peu à remettre en cause, c'est du fait de quoi, selon toi? Ça fait partie de cette guerre qu'on est en train de subir, parce que nous, on est en train de subir, c'est pas une guerre d'arsenal militaire, mais c'est aussi une guerre médiatique de jamais vue. Et malheureusement, l'Occident, il est plus ou moins, il est dirigé par des influences qui sont pro-israéliennes. Et en même temps, c'est qu'il y a toujours, quand il s'agit d'Israël, il faut toujours prendre comment dire, être sensible. Les mots, ils doivent être pesés comment dire, une balance d'or. Parce que ça doit être précis, il faut faire attention pour ne pas être Ouais, ouais. antisémite, pour ne pas nous accuser d'antisémite, Et si on parle en général des journalistes, malheureusement, ils sont toujours dans l'autocensure. Et quand ils parlent de nous à Gaza, ils disent oui, il n'y a pas, au début, ils ont dit il n'y a pas de journalistes à Gaza. Après, oui, non, il y a des journalistes, mais ils sont intimidés par le Hamas et ils sont sous la censure. Et moi, ma réponse est toujours simple, c'est que la censure, c'est partout. Là, aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, il y a des journalistes israéliens qui n'arrivent pas à parler des zones qui ont été bombardées. Et justement, c'est la censure imposée par l'armée, mais là, ils disent pas que c'est une censure. En France, pareil, c'est pire. En France, on est arrivé à l'autocensure. Parce que si on fait une blague sur Netanyahou, on finit à la radio Supernova. Et c'est vraiment ça le problème, c'est que on fait attention parce que la rédaction elle veut pas, parce que je bosse dans une boîte où le chef il est X ou Y, parce qu'il faut être prudent, j'ai pas envie de me traiter d'antisémite, parce que le lobby sioniste il est très fort, parce qu'ils peuvent m'accuser, parce que. Et pour moi c'est un peu un manque de courage. Et c'est justement parce que les Israéliens, quand on parle des notions, ils ont changé les notions, même à l'Occident. C'est-à-dire, là, tout le monde dit, ou bien Netanyahou, il voulait faire de l'État d'Israël un État pour les Juifs. C'est lui qui veut absolument que ce soit dissoudre le mot juif avec Israël. Mais on a des milliers de Juifs qui sont contre Israël, des milliers de Juifs contre Netanyahou, des milliers de Juifs qui sont contre l'existence d'Israël. Mais malheureusement, on n'entend pas parler d'eux. On n'entend que de sionisme. Et le sionisme, c'est l'antisémitisme. Il y a une différence entre anti-sioniste et antisémitisme. Hmm. On Ouais, n'est bien pas sûr. contre les juifs. Il y a des Palestiniens juifs. Il y avait des Palestiniens juifs. On a accueilli des juifs quand ça existait, le Palestine. On les a accueillis, on a ouvert les portes, ils étaient avec nous. Il y avait des Palestiniens. Même tous les leaders, les anciens leaders israéliens, ils avaient des cartes d'identité où c'est écrit Palestine. Ils avaient un passeport où c'est écrit Palestine. Golda Meir, elle a montré son passeport palestinien. Et elle dit, on était des Palestiniens. Pérez, qui est venu de Pologne ou je sais pas où, de l'Europe de l'Est, il a montré sa carte des réfugiés en Palestine, parce qu'il est venu comme un juif réfugié en État de Palestine. Mais tout ça, avec la propagande médiatique, on a changé les normes. Maintenant, si on parle d'Israël, on parle de juifs, c'est interdit. Il faut pas parler. Mais c'est justement ce qu'il cherche Netanyahou, c'est que mélanger le judaïsme et Israël pour que si on critique Israël,
donc on critique le judaïsme. Si on critique Israël, tout de suite, on est des antisémites. Et c'est ça le problème. Et surtout pour l'Europe, ils ont comment dire, une, ils se sentent qu'ils sont un peu plus ou moins coupables de ce qui s'est passé avec les Juifs à l'époque. Donc, ils sont un peu dans cette sensibilité de ne pas toucher à ça parce que il y a comment dire, un regret historique de ce qui s'est passé aux Juifs à l'époque parce que la France, l'Allemagne, etc., ils ont participé à ce génocide à l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'ils font attention. Mais là, récemment, un an après ou un an et demi après, les journalistes se sont mobilisés. Ils ont dit que non, il faut dire les choses telles quelles, il faut commencer à parler. Maintenant, aujourd'hui, on ne voit pas que ça chez les médias, mais on voit aussi, parce qu'il y a un changement de discours au niveau de l'Élysée. Est-ce que c'est l'Élysée qui a influencé les médias ou est-ce que l'inverse? Mais en tout cas, on sent qu'on commence à parler de ce mot génocide, on commence à parler de nettoyage ethnique, on n'a plus peur d'utiliser les mots qui décrivent la moindre des choses qu'on est en train de vivre. Parce que génocide, ce qu'on est en train de vivre, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Moi, je t'ai dit, pour moi, c'est plus qu'un génocide. C'est un gaz acide, c'est un peuple génocide. C'est pas un peuple qui est en train de se faire tuer, c'est tout. Sa civilisation, le peuple, l'homme lui-même, son territoire, tout. Donc son histoire aussi. Ouais. Son histoire aussi, enfin vraiment. Bien sûr. Voilà. Et justement, sur ce changement de réaction à l'international, ça me permet un peu d'introduire pour qu'on parle un peu plus de ça. Dans un texte que tu as publié récemment, tu as écrit, je te cite, est-ce qu'il a fallu 20 mois de guerre pour qu'il se réveille? Il me rappelle Madame Bovary que j'ai étudiée au lycée. En tout cas, la tendance aujourd'hui, c'est de parler de Gaza et c'est ce changement de discours qui m'intéresse. Justement, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais justement sur cette tendance. T'as un peu parlé, enfin, on a un peu parlé de pourquoi ça a mis autant de temps finalement à ce qu'on commence à en parler. Est-ce que pour toi, le changement de discours qui commence un peu à se faire aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il est sincère? Est-ce que c'est juste du discours? Enfin, typiquement en France, on entend Macron qui dit ce qui se passe à Gaza est une honte et en même temps, on apprend par les journaux que il y a du matériel militaire qui continue à être livré par la France à l'armée israélienne. Comment tu analyses tout ça? Comme on dit chez nous, l'intention, c'est que Dieu qui connaît l'intention. Donc, je peux pas dire est-ce qu'ils sont sincères ou pas. Moi, je vois ce qui est en train de se passer ou bien j'analyse ce qui est en train de passer. Déjà, il y a un changement de discours. C'est déjà très bien. Même, c'est jamais trop tard parce que toujours ce sous gaz acide. Donc, c'est jamais trop tard. Ils peuvent se rattraper. Et donc, il y a eu le mot, on va prendre des mesures, la honte. Et il y a des pays qui prennent des mesures contre des ministres du gouvernement d'extrême droite israélien, la reconnaissance d'un État palestinien. Après, est-ce que c'est sincère ou pas? Est-ce que c'est son réveillé pas? Est-ce que Madame Bovary, elle s'est rendue compte qu'autour il y a que de la pauvreté autour et même elle a peur de salir sa robe blanche parce que là, pour le moment, il y a que des déclarations, quelques petites mesures qui a été prises, mais pas plus que ça, alors qu'ils peuvent faire quelque chose. À chaque fois, on dit que c'est l'enfant gâté de l'Occident, c'est Israël, et c'est vrai, c'est le père de cet enfant gâté, c'est les États-Unis, mais les Européens peuvent faire quelque chose. Et c'est exactement ce qu'on demande, nous, c'est trop simple. Tout ce que vous avez fait comme mesure contre la Russie, enlevez le mot Russie et mettre Israël. Et vous allez voir que la guerre va s'arrêter tout de suite. Tout de suite. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours ce double poids de mesures, ces doubles standards, et que nous, on n'a pas les cheveux blancs. Moi, je n'ai pas les cheveux blancs ni les yeux bleus et pour dire que on est des Européens et qu'on peut être considérés comme les Européens. Non, on a la pommade, les cheveux noirs et on est des bruns, mais on est des êtres humains. Mais justement, quand il s'agit d'Israël, je reviens au même point, c'est que les normes changent. Tout change. Alors que les Européens peuvent faire quelque chose. C'est pas que reconnaître un État palestinien, parce que reconnaître un État palestinien, c'est vrai que c'est très bien, mais c'est pas un cadeau.
Israël, la Palestine existait. Et l'Occident, il a accepté ce qu'on appelle le droit de partage, ou bien la résolution de partage. Ils ont reconnu Israël, mais pas la Palestine. Et jusqu'à présent, si on veut parler d'une façon juridique et droit international, c'est quoi les frontières d'Israël? Israël est en train de faire les frontières comme il veut, ils tracent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est quoi les frontières d'Israël? Juridiquement parler ou bien droit international et tout. Pourquoi vous n'avez pas reconnu l'État de Palestine? Donc, ce n'est pas un cadeau de reconnaître, c'est un devoir déjà. Et en plus, surtout pour l'Europe et surtout pour la Grande-Bretagne, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est aussi cette fameuse promesse de Balfour que les Britanniques, ils ont donné ce qui n'appartient pas à eux à quelqu'un qui ne mérite pas. Et ils ont donné, voilà, pour des raisons toujours politiques, etc., pour le mélange du Proche-Orient, on dit, oh, OK, aux Juifs, on va vous donner un pays pour vous, un bout de terrain, choisissez, voilà, on donne. C'est la loi du plus fort, malheureusement. Mais on peut prendre des mesures. Mais justement, quand il s'agit d'Israël, ça bloque. Il faut que la Commission européenne se réunissent. Pour se réunir, ça va prendre des mois et des mois. Et là, on va passer dans les vacances d'été. Là, il faut prendre des mesures. Il faut l'unanimité de l'Union européenne. On peut mettre des bâtons dans les roues comme on veut. Mais le jour, quand il s'agit de l'Ukraine, ça n'a même pas pris 48 heures. Pop, tout de suite, des résolutions, des mesures. On va faire ça, on va faire ça. Et c'est trop simple. Mais c'est ça le problème, c'est que pour des gens comme nous qui ont toujours cru que l'Europe et surtout la France, c'est le droit de l'homme. Moi, j'ai passé 2 ans en France où j'ai appris la notion de la liberté d'expression, l'humanité, etc. Et là, je suis en train de voir vraiment l'opposé, ce que j'ai déjà appris ou la perception que j'avais. Maintenant, c'est vraiment l'humanité a de la couleur, l'humanité a de la géographie, l'humanité a des raisons politiques. Et c'est pas l'humanité que moi j'avais cette perception-là et que tout le monde en parle. Et quand il s'agit de l'Occident, ils sont toujours venus chez nous pour dire il faut faire des élections, c'est la démocratie, il faut que vous appreniez la démocratie, la liberté des femmes, la liberté de je sais pas quoi. Mais quand il s'agit d'une guerre avec Israël, pas une guerre, un génocide subi par les Israéliens, personne n'en parle. Tout change. Il n'y a plus de droit international, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de droit humanitaire, il n'y a plus rien. C'est juste la loi le plus fort. Netanyahu aussi, il fait ce qu'il veut. Le gouvernement de Netanyahu, il fait ce qu'il veut. Et là, il est en train de nous faire approcher à une 3e guerre mondiale. Et c'est toujours l'enfant gâté et personne ne peut le toucher ou dire quoi que ce soit, même pas le bondir. Et justement, sur sur toutes ces pseudo-solutions qui sont presque un peu des leçons dont on entend notamment parler de la part de la France. J'écoutais récemment plusieurs émissions et en fait, je me rends compte qu'il y a il y a un discours qui revient souvent dans les médias français. C'est que à la fois on va pas appeler à des mesures claires immédiates pour mettre fin au génocide, pour mettre fin au gazacide, et en même temps on entend souvent des éditorialistes, des journalistes parler de la solution politique à venir, comme si voilà ils pensaient déjà l'après-génocide sans forcément voilà essayer d'appeler à mettre en place les moyens pour que ça s'arrête maintenant, mais ils commencent déjà à parler un peu de solutions politiques à venir. On entend solutions politiques démilitarisées, sans le Hamas, avec un État propre aux Palestiniens, mais en fait sans qu'on soit au clair sur les frontières. Toi, depuis Gaza, comment tu perçois euh, ce genre de discours qui en réalité sonne quand même ouais, beaucoup comme des leçons données comme ça, de manière complètement éparse, quoi. Ben, je sais pas, moi je veux toujours prendre ce côté positif parce que je n'entre pas dans l'intention des gens, Hmm, mais moi je considère que tout ça c'est de l'ignorance. ouais. Pour ne pas aller plus trop loin, pour ne pas entrer dans le complotisme, pour ne pas entrer dans la théorie de complot, pour ne pas rentrer dans ce que tu veux. Et, donc, je considère ça, c'est de l'ignorance. C'est comme dire à quelqu'un qui est toujours dans une prison, il est en train d'être torturé. Oui, le jour où il va être libéré, ben, on va voir comment on va faire. Et on sait très bien qu'il est en train de se faire torturer dans ces prisons-là. Mais bah, c'est pas grave. Mais si le jour où on va sortir, s'il va sortir de cette prison,
on va essayer comment dire, le réconcilier avec le bourreau, en disant oui, il faut que tu sois gentil parce que le bourreau il t'a beaucoup torturé, mais c'est pas grave, tu dois être une victime gentille, et tu dois être une victime coupable parce que tu es une victime à ce bourreau-là. Si tu étais une victime à un autre bourreau, peut-être on peut juger ce bourreau-là ou l'amener à la CGI ou à la CPI, mais là, il faut être gentil. C'est exactement ça ce qu'il est en train de faire. C'est que maintenant, on est sous génocide, c'est un palestinocide, et c'est pas que à Gaza. Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, c'est pire en Cisjordanie. Annexion de territoire, des colonies en train de s'implanter, Ouais. tous les jours, il y a de nouvelles colonies, des camps de réfugiés à Naplouse, à Toul-Kalem, à Djenin, ils sont en train de terrasser, déplacement de la population qui habite dans des camps de réfugiés, et personne n'en parle. Et justement, c'est ça le pire, c'est que ce qui est en train de se faire en Cisjordanie, c'est un nettoyage ethnique, mais silencieux. Personne n'est en train de parler, personne n'ose parler, personne ne... Alors que la solution est très simple. Arrêter l'occupation et après, on peut voir qu'est-ce qu'on va faire, si on va faire un État palestinien avec le Hamas ou sans le Hamas. En tout cas, c'est la population palestinienne qui décide, c'est pas quelqu'un d'étranger qui va décider. C'est exactement ce qui s'est passé en Afghanistan. Oh, il faut se débarrasser des talibans, il faut se débarrasser des talibans. Et à la fin, les Américains et les talibans se sont assis sur une même table. Et maintenant, c'est les talibans qui gouvernent Afghanistan. C'est les Afghans qui ont décidé. C'est pas ni les Américains ni les Israéliens. Et pareil pour nous. Nous, les Européens, ils ont demandé de faire des élections. Et il faut faire des élections. Ces élections, c'était en 2005. Il faut réformer ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Arafat, c'était un terroriste. Il faut se débarrasser d'Arafat. Il faut. Le jour où on a fait des élections, la population, ils ont voté pour le Hamas. C'est le boycott. Il faut pas reprendre, admettre comment dire, les résultats. Ils ont boycotté le gouvernement du Hamas, ils ont boycotté. Ben, pourquoi vous demandez de faire de pratiquer la démocratie si le résultat n'est pas à la mesure de vos références? Eh ben, on fait le boycott et puis on punit tout le monde. Et là, c'est la même chose. Là, ils sont en train de dire il faut réformer l'autorité palestinienne. C'est le même scénario qu'ils sont en train de le dire quand Arafat était au pouvoir. Ils sont en train de dire la même chose à Abbas. Et c'est justement ça, c'est la version israélienne qui est tout le temps acceptée par l'Occident et tout le temps adoptée par l'Occident, alors que les Israéliens, ils veulent pas, le gouvernement israélien, ils veulent pas la paix. Ils le disent, ils le répètent. Mais c'est juste, c'est par ignorance ou justement hypocrisie politique, en train de dire oui, ça peut avoir une solution politique, etc. Quand il s'agit des Palestiniens, il faut changer le gouvernement, c'est un gouvernement d'extrême droite, mais quand il s'agit d'Israéliens, personne n'a dit il faut changer le gouvernement israélien. Alors, dans ce gouvernement, il y a un terroriste qui les Israéliens eux-mêmes l'ont considéré comme un terroriste, et personne n'a réagi en disant non, on veut pas collaborer avec ce gouvernement parce que c'est un gouvernement d'extrême droite ou bien parce qu'il y a un terroriste dans ce gouvernement-là. Au contraire, ils sont en train de subir le pire de ce gouvernement-là et personne ne dit un mot. Mais quand il s'agit du plus faible, ah non, il faut changer. On n'accepte pas. Et c'est ça, malheureusement, c'est toujours cet esprit colonial et l'esprit de plus fort et le plus faible. Et avec là depuis 1 an et demi, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence, parce on parlait des discours et des prises de position ou pas, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence depuis l'arrivée enfin le retour de Trump au pouvoir, parce que Joe Biden pouvait un peu donner l'impression d'essayer de vouloir s'intéresser à une solution de paix, alors encore une fois, de manière extrêmement relative, hein, je suis pas en train de défendre le bilan, mais aujourd'hui avec Trump qui est extrêmement dans l'outrance, qui est à parler de projets immobiliers à Gaza, qui affirme son soutien plein et entier à Israël, bon, comme a pu le faire aussi un peu Joe Biden. Comment le retour de Trump au pouvoir il est perçu à Gaza, enfin même en Palestine en général, par ailleurs. C'est juste, c'est un, comment dire, c'est quelqu'un avant qui fermait les yeux et pour dire Ouais. que j'ai rien vu. Aujourd'hui, non, c'est quelqu'un qui ferme pas les yeux et qui dit non, allez jusqu'au bout.
Et c'est exactement ça. C'est l'administration américaine à l'époque, ils fermaient les yeux et ils laissaient les Israéliens faire ce qu'ils veulent. Mais là, ce qu'ils est en train de faire, c'est que ils ouvrent les yeux et les oreilles, ils donnent tout à cet enfant gâté pour qu'il arrive jusqu'au bout. Et il fait ce qu'il veut et personne ne le touche. Là, on a entendu pas que seulement ce qui se passe en Palestine, mais c'est aussi ce qui se passe en Iran. Là, Trump, il a dit oui, il faut continuer jusqu'au bout. Il a même alerté ou bien averti ou menacé toute la ville de Téhéran en disant toutes les habitations de Téhéran, ils doivent partir. Bon, et en plus, c'est quelqu'un qui a mis les vrais buts de la guerre sur la table. C'est lui le premier à dire il faut déplacer la population. Et c'est quelqu'un, c'est un businessman qui est des deals et il n'a rien à voir avec la politique. Et à mon avis, il est quelqu'un qui est un peu manipulé. Il peut être manipulé facilement. Et je crois que Netanyahu, parce que c'est son père et il est l'enfant gâté, je crois qu'il est en train de manipuler comme il faut. Et on est arrivé au pire de la situation, que ce soit en Palestine, mais aussi dans tout le Proche-Orient et même dans le monde entier. Et donc, j'imagine que les Gazaouis n'attendent rien des États-Unis Bien particulièrement. sûr, bien sûr. Au début, quand Trump il a gagné les élections, il n'est pas encore dans le pouvoir. Il a commencé à dire que je vais arrêter la guerre. Et Mhm. justement, il a arrêté la guerre avant sa prise de pouvoir. Et donc, on a vu de Trump un peu le sauveteur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut arrêter la guerre parce qu'il n'arrête pas de dire que moi, je suis contre toutes les guerres dans le monde. Je vais arrêter la guerre en Palestine, je vais arrêter la guerre en Ukraine. Donc, on avait cru que oui, c'est quelqu'un qui veut faire ça, mais le jour où il a pris le pouvoir, on a vu totalement, complètement l'inverse. C'est quelqu'un qui a donné le feu vert pour que il frappe les rangs, pour qu'il continue jusqu'au bout à Gaza, pour déplacer la population de Gaza, avec l'euphémisme qu'ils utilisent, une meilleure vie pour les Gazaouis, pour ne pas dire un nettoyage ethnique, pour dire que les Gazaouis méritent le mieux, pour ne pas dire que c'est un génocide. Et en plus, il dit oui, les Gazaouis, ils ont beaucoup subi les pauvres, donc ils méritent mieux, sans dire que celui qui a nous fait subir tout ça, c'est le mec qui était juste à sa gauche ou à sa droite. Donc oui, malheureusement, non, on a bien compris que là, c'est un soutien total et complet à Israël. C'est pas que à Israël, mais c'est aussi à Netanyahou. Parce que là, Netanyahou, c'est l'enfant gâté que personne ne peut lui dire arrête ce que tu fais. Et pour Netanyahou, c'est un zombie qui vit avec le sang. Il faut que la guerre continue pour que lui il reste en vie politique. Donc là, il a vu qu'à Gaza, ça peut pas continuer des années ou des années. Donc il a dit bah, je vais tenter les rangs et comme ça, les États-Unis vont commencer à m'aider. Du coup, le temps que les États-Unis vont m'aider et participer, il y aura la Russie, il y aura la Chine. Il veut entrer tout le Proche-Orient dans une nouvelle guerre mondiale. Et pour lui, c'est juste sa chaise parce qu'il veut rester en vie politique, parce qu'il sait très bien que si la guerre s'arrête et qu'il n'y a plus de guerre avec Israël, et lui, si ça peut finir en prison. Ok. Et ouais, merci de toutes ces précisions. Il y a les États-Unis qui du coup, enfin, ont toujours un peu lâché, enfin, n'ont jamais vraiment soutenu une réelle solution de paix. Il y a l'hypocrisie de tous les autres pays. Et à côté de ça, t'en parlais un petit peu en début d'émission, quand tu parlais justement de quand tu parles des pays, tu parles des gouvernements et pas tant des populations. Justement, face à ça, il y a des initiatives, des mobilisations qui durent depuis alors un an et demi, mais qui durent depuis plus longtemps que ça. Il y a plein de gens qui sont mobilisés pour la Palestine depuis des dizaines d'années, mais particulièrement depuis un an et demi. Il y a des initiatives qui essaiment, notamment récemment autour de la flottille pour la liberté, avec le 9 juin, donc le bateau, le Badlin, ce bateau humanitaire qui voulait briser symboliquement le blocus dans la bande de Gaza, qui a été intercepté, le terme est très faible, qui a été enlevé dans les eaux internationales par Israël. Tous les membres ont été expulsés, certains sont encore aujourd'hui en Jordanie, ne sont pas encore rentrés en France, notamment le journaliste Yanis Mamdi. Euh,
On a vu des vidéos, on a vu des. Alors moi, je me souviens, nous, on était en stream, on était en émission, on a regardé la conférence de presse de la coalition pour la flottille de la liberté. Euh, on a vu qu'on avait l'impression qu'il y avait un espoir quand même, enfin que cette initiative donnait de l'espoir aux Palestiniens. Est-ce que justement, comment les Palestiniens ils regardent les initiatives qui sont menées par les peuples en fait, par les populations quel lien il y a entre toutes ces initiatives et qu'est-ce que les Palestiniens espèrent aussi de tout ça quoi. Oui, ben c'était toujours ces mobilisations, ou bien ces initiatives, ils sont toujours, comment dire, on est toujours touché par les gens qui font ce genre de mobilisation et tout, mais malheureusement, on sait très bien que ça reste que symbolique. Ouais. S'il n'y a pas vraiment un changement de position au niveau des chefs d'État ou bien des gouvernements, tout ça, ça reste symbolique. Et nous, on sait très bien que les populations, ils sont des populations comme nous, c'est-à-dire ils sont des êtres humains, ils n'ont pas perdu leur humanité, ils n'ont pas des profits politiques. Donc, ils voient très bien la justice et l'injustice, ils voient très bien le bien et le mal, ils voient très bien l'occupé et l'occupant, ils voient très bien ce qu'ils sont en train de subir. Et surtout, ils sont des pères de famille, ils ont des enfants, donc ils voient les images, ils voient comment nos enfants ils sont torturés, ils sont massacrés, et ainsi de suite. Mais malheureusement, nous, on va pas dire qu'on a perdu espoir, mais plutôt, on sait très bien que ce genre que ce soit mobilisation, initiative et tout ça, on sait très bien que pour euh, une armée terroriste, génocidaire comme l'armée israélienne, ça peut pas s'arrêter avec ce genre de mobilisation ou bien ce genre d'initiative. On voit comment les gens ils parlent de nous, on voit surtout l'Occident, parce que malheureusement dans les pays arabes, ils n'ont pas vraiment une liberté d'expression, de parler de ce qu'ils sont envers nous. Mais quand il s'agit de l'Occident, il y a toujours cette liberté de plus ou moins, parce que après, ça devient de moins en moins avec des lois qui étaient imposées comme l'apologie de terrorisme. On peut l'utiliser comme on veut. Il n'y a pas vraiment des critères pour c'est quoi l'apologie de terrorisme. Mais en général, c'est-à-dire, les gens, se mobilisent, ils sentent ce qu'on est en train de faire. Ils ont fait des initiatives. La marche, là, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont venues, qui voulaient Ouais. passer par l'Égypte. Il y a la flottille. Il y a le Les, convoi aussi, voilà, le convoi qui est parti de Tunis. 150 000 personnes qui sont mobilisées à Paris, là, récemment, à Mm. Marseille, à Londres. Donc, on sait très bien qu'il y a un soutien de la population, mais en même temps, on se dit que voilà, c'est vraiment, ça reste symbolique, parce que tant que le pouvoir ne prend pas de mesures, malheureusement, ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Mais on a toujours cette espérance ou bien cet espoir que ces genres de mobilisation peuvent changer Ouais. la politique des chefs de gouvernement, surtout pour des profits, que ce soit personnels, des élections, de tout autre profit pour les politiques, mais je ne vois pas humanitaire, parce que si on veut se mobiliser parce que notre humanité nous a poussé à faire ça, je ne crois pas qu'on allait attendre de 2 ans pour faire ça. Ça, c'est l'humanité qui bouge, c'est tout de suite. Quand vous voyez quelqu'un ayant frappé un enfant dans la rue, ou dans une gare, ou à la station, au métro, quoi que ce soit, tout le monde se mobilise. Pourquoi tu as donné cette gifle à cet enfant? Et c'est tout de suite l'humanité qui bouge. Mais là, non, là, il n'y a pas d'humanité. Malheureusement, c'est plutôt que des profits politiques. Et il y a toujours cette autocensure, parce que il s'agit d'Israël, donc il faut être prudent. Il y a des calculs à faire, il y a une politique à faire, il y a tout le reste. Mais bien sûr, toute mobilisation, c'est bien apprécié parmi les Palestiniens, parce que on se sent qu'on n'est pas seul. On se sent qu'il y a des gens qui sont dans le monde entier qui veulent nous soutenir, mais ils n'arrivent pas à le faire comme il faut. C'est le seul moyen de nous aider, c'est de parler de ce qu'on est en train de vivre, d'écrire ce qu'on est en train de vivre, de protester contre ce qu'on est en train de vivre. Et c'est vraiment très, très, très apprécié par la population palestinienne, et surtout la population palestinienne à Gaza. Et du coup, ça veut dire qu'il faudrait que, effectivement, ces mobilisations, elles puissent servir à faire pression sur les pouvoirs
pour justement, peut-être c'est ce que tu demandes, c'est qu'au final, ben, on pourrait insister un peu là-dessus. Ce qui permettrait d'arrêter le génocide en cours, ce serait des mesures de comment, enfin, j'ai pas le terme, mais de mesures euh, de rétorsion, enfin, je sais pas comment dire, mais tu parlais tout à l'heure des mesures vis-à-vis de la Russie. En fait, Des sanctions? soit de comment? Des sanctions? Ouais, des sanctions. Là, merci, pardon, je cherchais le terme. Il faudrait des sanctions comme il y a actuellement pour la Russie. Pour toi, c'est ça qui ferait que le Bien génocide sûr, pourrait s'arrêter. Ok. bien sûr. Ouais, ouais. Là, on voit qu'il y a un changement, qu'il y a, comment dire, qu'il y a, même si c'est symbolique au niveau des gouvernements, mais on voit qu'il y a un changement. Et là, par exemple, il faut reconnaître l'État de Palestine, on veut faire quelque chose, mais sous la table, on est en train d'envoyer des livraisons d'armes ou bien des pièces détachées des armes et tout. Heureusement que les Dockers, là, ils étaient vraiment très conscients et ils voulaient pas faire la livraison, bien monter ou charger ou décharger la livraison. Et récemment, par exemple, le foire aéronautique ou bien des armes, ils ont refusé que ce soit les compagnies israéliennes d'armement qui soient présentes et qui mettent les armes parce que mettre ces armes-là, c'est toujours écrit tested. Et c'est testé sur qui? Sur nous, les Palestiniens. Ouais. Et ça fait partie, voilà, ce qu'ils sont en train de nous faire subir, c'est toujours l'expérience. On est comme des cobayes parce qu'ils utilisent les nouvelles armes qu'ils ont inventées contre nous et pour que après ils le vendent dans d'autres pays en disant bah, c'est testé. C'est pas testé sur des animaux parce que malheureusement l'Occident ne permet pas de tester sur les animaux parce que les animaux ce sont des êtres humains, mais tester sur les Palestiniens c'est pas grave, on n'est pas des êtres humains, on est des animaux sauvages comme le ministre de l'ancien ministre de la guerre il nous a traités. Donc voilà, mais c'est toujours des bons mesures ou bien pas qui sont en train de se faire qu'avant on ne voyait pas. Et je répète, c'est pas toujours trop tard parce qu'on est toujours sous génocide, ce gaz acide. Et donc, si ça va avoir un changement petit à petit, c'est pas grave, mais l'essentiel qu'on arrive à déjà réveiller l'humanité chez les chefs de gouvernement et les politiciens et qu'ils prennent des mesures contre Israël pour arrêter ce génocide. Pas que ces génocides-là, c'est arrêter l'occupation de la Palestine, reconnaître la Palestine, reconnaître le peuple palestinien qui peut vivre à côté du peuple israélien en paix sans aucun problème. Nous, on ne cherche pas à tuer les Israéliens ou bien à se débarrasser. On a accepté le droit la résolution de partage, on a accepté le processus de paix et on est en train de vivre avec ça. Bien sûr, il y a des extrémistes chez nous qui veulent toute la Palestine, etc. Mais on ne parle pas des extrémistes chez les Israéliens, ils veulent pas que toute la Palestine, mais ils veulent de la mer à la rivière, mais pas la rivière du Jourdain, mais plutôt la rivière de Euphrate. Donc là, c'est pas du terrorisme, ce ne sont pas des judaïstes, parce qu'ils utilisent la religion dans le terrorisme, comme ils utilisent la religion musulmane pour tout ce qui est, on les appelle les islamistes et tout ça. Non, ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui, c'est par des judaïstes terroristes qui utilisent un terrorisme d'État officiel contre une population qui n'a rien à faire, qui a juste à demander la liberté et la fin de l'occupation. Justement, sur la reconnaissance de l'État palestinien, il y a toujours ce genre de débat aussi. Alors, peut-être que toi, tu y prends pas parti, mais sur la reconnaissance, par exemple, de l'État de Palestine, on entend souvent le fait que ce serait très symbolique parce que se pose la question derrière de quel État, avec quelles frontières. Aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est, enfin, on a quand même des bouts de territoire qui sont complètement morcelés parce que de plus en plus récupérés par l'armée israélienne. Il y a cette question des deux États, un État. Je sais pas si toi tu prends forcément position dans ce débat-là, mais est-ce que la reconnaissance de l'État de Palestine, même symbolique, même diplomatique, on va dire, elle est déjà importante, et la question territoriale, pour toi, elle interviendra dans un second temps, ou elle est déjà importante maintenant, quoi? Pour moi, tout pas ou bien toute mesure qui est pour la cause palestinienne, c'est toujours quelque chose de positif, même si on va pas être dans l'ordre,
Mais même si juste de dire qu'on reconnaît l'État palestinien, c'est Ouais. déjà très bien. Même cet État-là, il n'existe pas sur la carte, même si cet État-là, il est démangé par les colonies, par les frontières israéliennes, par le mur de séparation, par le mur d'apartheid, mais c'est déjà bien que reconnaître qu'il y a une population qui s'appelle une population palestinienne, qui vit dans un État, dans un beau terrain qui s'appelle Palestine et qui est occupé par les Israéliens. Donc déjà reconnaître ça, c'est-à-dire reconnaître qu'on est occupé par les Israéliens, et après, je suis sûr qu'un jour, la justice va régner. L'injustice ne dure pas. C'est une loi céleste, c'est une loi humaine, c'est une loi partout dans le monde, et la justice ne dure pas. Mais tout point ou bien tout pas qui peut aider à finir cette injustice-là, pour moi, c'est quelque chose de bien. Donc, reconnaître un État palestinien, c'est quelque chose de bien. Après, parler des frontières et vivre à côté des Israéliens en paix, c'est quelque chose de bien aussi. Et c'est faisable. C'est vraiment faisable, mais c'est juste les extrémistes judaïstes israéliens qui veulent pas du peuple palestinien, qui veulent nous faire sortir tous de cette terre-là parce qu'ils considèrent que la grande Israël doit être là, implantée depuis la mer vers le Forat, et que toute la population arabe qui existe dans ces zones-là ou bien ces pays-là doit être expulsée, et qu'il y aura un grand Israël, si on peut dire, qui va reprendre toute cette zone-là et vivre dans cette zone-là. Ce que tu dis m'amène un petit peu à la partie plutôt liée à comment les Palestiniens, on en a un peu parlé tout du long. Euh, Si je dois répondre à un message, hésite pas, hein. Parce Non, que non, c'est juste, j'entends que ça sonne. j'ai plus de batterie là, Ah mince, j'essaye de, tu veux j'ai plus de prendre deux batterie. minutes pour reconnecter? Il y a pas de. Non, non, c'est bon, là, C'est bon, j'essaye ok. d'avoir un peu d'électricité. Pas de souci, pas de souci. Euh, oui, parce que tu parlais un peu justement, voilà, des judaïstes, comme tu dis, qui veulent créer un grand Israël. Cette question des terres, finalement, qui vous sont de plus en plus volées. On en parlait un petit peu au début de l'interview sur le fait qu'il y a quand même de plus en plus de Palestiniens. Enfin, il y a de plus en plus, enfin, non, il y a beaucoup de Palestiniens qui veulent rester sur cette terre. On entend beaucoup. Enfin, est-ce que rester sur la terre, ça fait partie d'une stratégie de résistance? À quel point c'est important pour le peuple palestinien de rester sur ces terres, quand bien même on vous vole vos terres, en fait, et on essaie de grignoter chaque jour un peu plus de territoire, et qu'on essaie de vous faire partir. En plus, voilà, avec cette question du génocide, du gazacide, à quel point, ouais, c'est important de rester sur ces terres, enfin sur vos terres, pardon. Oui, rester sur cette terre-là, c'est pas une stratégie, c'est la résistance elle-même. Ouais, C'est le fait qu'il y a toujours un peuple palestinien qui est sur cette terre-là, c'est ça la résistance. Moi, personnellement, je suis pas trop avec la résistance militaire, même si c'est légitime que n'importe quel peuple sous occupation il a le droit de résister l'occupation, même la résistance militaire. Mais moi, je suis un peu contre parce que je vois très bien que un chat ne peut pas affronter un lion, et surtout derrière ce lion, il y a des léopards, il y a des serpents, il y a des crocodiles, il y a des éléphants. Donc non, il faut mieux que ce chat-là reste dans son territoire, essayer de faire grandir ces petits chatons et petit à petit avoir une bonne éducation, une bonne santé, travailler à côté de ce lion-là, parce que c'est pas en affrontant un lion que on peut gagner la bataille. On peut griffer un lion, on peut lui faire une petite blessure qui n'a rien à voir, mais on peut pas se débarrasser du lion. Et c'est mon point de vue, et je respecte les autres points de vue ouais, ouais, qui parlent de la bien résistance sûr. militaire et tout. Mais bien sûr, pour moi, la résistance, c'est rester en Palestine. C'est ne pas sortir de la Palestine, c'est construire la Palestine, c'est enseigner nos enfants en Palestine, c'est éduquer nos enfants en Palestine, c'est implanter des oliviers en Palestine, c'est faire des usines en Palestine, c'est faire des ateliers en Palestine, c'est avoir des vies, des vies comme n'importe quel autre peuple qui vit dans ce monde-là.
on a notre propre culture, on a notre propre héritage, on a notre propre histoire, on a notre propre, comment dire, archéologie. On a tout, on a un peuple très riche, on a une richesse humaine beaucoup plus que beaucoup d'autres pays. La majorité de la population palestinienne sont des diplômés. Et donc, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est juste que l'occupation nous empêche de faire ça. Et vous pouvez voir l'expérience des Palestiniens qui sortent de Gaza ou bien de la Palestine, comment ils sont très célèbres dans d'autres pays, qui sont devenus des médecins très célèbres, ou bien déjà des architectes très célèbres, etc. On a tout ce qu'il faut au niveau richesse humaine. Et justement, c'est la richesse pour un pays, c'est la richesse humaine. C'est pas le pétrole, c'est pas le gaz. Non, c'est plutôt la richesse humaine, parce que c'est la richesse humaine qui fait la prospérité, c'est la richesse humaine qui fait tout le développement d'un pays. Et nous, on a tout ce qu'il faut. Ce qui nous empêche, c'est juste l'occupation qui veut faire de nous un peuple ignorant, un peuple pauvre, un peuple qui court derrière des colis pour avoir de l'aide humanitaire, un peuple affamé. Mais nous, on n'est pas du tout ça. On est un peuple qui cherche à avoir la prospérité, comment dire, à construire notre pays comme il faut et qu'on soit prospère comme les autres pays. Et on peut le faire. Et le seul handicap qu'on vit toujours sous occupation, et la stratégie de n'importe quel occupant, c'est anéantir la population, anéantir l'homme, et surtout rester cette population dans l'ignorance. Il n'y a plus de système de santé, il n'y a plus de système d'éducation. Ce qu'on est en train de chercher, c'est juste un pot de pain pour manger nos enfants, et pas plus que ça. Là, par exemple, si on veut faire un peu marche arrière avant entre les demandes qu'on avait à l'époque de Arafat et à l'époque de processus de paix, on voulait un pays, Jérusalem comme capitale, on avait un aéroport, on voulait construire un port qui était toujours en cours de construction à l'époque. Là, aujourd'hui, on parle d'ouverture de terminal, de faire passer d'aide humanitaire. Les Israéliens, ils ont minimisé nos demandes de juste le minimum de minimum, c'est juste ce qu'on appelle mode de survie, mais pas de mode, même pas de vie pour parler de prospérité. Et justement, moi, c'est une question que je me posais aussi, toute cette prospérité, toute cette richesse humaine du peuple palestinien. Est-ce que, tu vois, je pense notamment à la manière dont nous, à l'international, on couvre ce qui se passe, on couvre le génocide en cours, on essaie de parler des horreurs que vous vivez, en fait, mais est-ce que, j'essaie de trouver un moyen de formuler ma question. Est-ce que, enfin, faudrait pas peut-être aussi qu'on essaie justement d'accompagner ça et de montrer la richesse humaine du peuple palestinien dans notre travail. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque aussi peut-être dans le traitement à l'international qu'on peut avoir de la vie Non, parce que palestinienne? moi, depuis ma petite expérience avec les médias Ouais. francophones en général, et non, on a toujours couvert la vie des Palestiniens, les artistes, les médecins, Ouais. cette richesse humaine, on a toujours parlé de ça. C'est vrai que c'est pas suffisant, parce que malheureusement, on vit beaucoup plus dans la guerre et dans les escalades que dans une vie normale. Et pendant la guerre, parler de la musique, ou bien parler un peu des peintres à Gaza, c'est fait, on l'a déjà fait, mais je vais pas dire que c'était hors contexte, mais le génocide qu'on est en train de vivre fait de sorte que il faut parler de ces génocides-là, parce qu'il faut que ça s'arrête. Ouais. Et on est en train de vivre la pire humiliation meurtrière de jamais vue dans le monde entier. Anéantir la personne, tuer cette personne, massacrer cette personne psychologiquement, moralement, physiquement, et, et même le lieu où il vit, c'est vraiment, on est surépuisé. Même je donne toujours l'exemple d'un peintre ou bien d'un musicien, je ne crois pas qu'il a toujours, sauf quelques-uns qui ont toujours cette volonté de parler de ses arts, bien ce qu'il fait.
Mais malheureusement, ce qu'on est en train de vivre, on n'arrive plus à le supporter. C'est insupportable. C'est quelque chose où, si vous venez à Gaza et vous voyez les gens, vous voyez comment ils sont surépuisés, comment ils marchent, comment ils pensent, comment ils parlent. Vous voyez que c'est pas quelqu'un qui est dans une prison, qui vit dans une prison. Non, c'est pire que ça. C'est quelqu'un qui vit dans une prison, qui est menacé 24/7, lui et sa famille, qui est affamé, et on lui donne pas à manger, on le torture à chaque fois, il peut mourir à n'importe quel moment, et c'est quelqu'un qui attend la mort à chaque fois. Dans une prison, on toque la porte pour dire maintenant c'est ton tour pour être tué, on bombarde la cellule où il est. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose de... Euh, le mot que je peux utiliser, c'est on ne peut pas supporter tout ça. On a déjà supporté tout ça, mais on ne peut pas le faire. Quoique, pendant cette guerre-là, on voyait toujours le système D qu'on est en train de créer. Ce système D, c'est une créativité. Ça fait partie aussi de cette créativité de notre peuple, même si c'est quelque chose qui revient dans le Moyen-Âge, parce qu'on vit presque dans le Moyen-Âge. Et mais on a toujours cet esprit de créativité pour continuer à survivre et pour affronter ce nettoyage ethnique et ce génocide. Mais oui, la Palestine, c'est pas que la guerre, c'est pas que les massacres par l'armée d'occupation, c'est aussi une richesse humaine, une richesse de tous les niveaux, à tous les domaines qui existent, et arrêter cette occupation et vous allez voir de plus en plus cette richesse humaine. Il y a quelque chose dont enfin, je voulais qu'on en parle tout à l'heure et j'ai un peu euh, laissé de côté parce que, voilà, tu disais, il faut que les médias à l'international parlent du génocide, parlent de ce qui se passe. Il y a aussi, enfin, c'est bête parce que j'y ai pas, enfin, j'en ai pas parlé dans la discussion, mais il y a aussi le fait que, bah, donc, aussi bien toi que tous tes collègues, que toutes tes collègues à Gaza, vous essayez vous-même de parler du génocide. On m'a dit, il y a quelqu'un qui posait la question sur le chat tout à l'heure, que tu fais une formation, par exemple, de podcast pour les jeunes, que tu finances des tentes spécifiques pour les journalistes femmes de Gaza. Comment dire, comment participer à essayer de faire vivre le journalisme à Gaza? C'est aussi une manière de continuer à pas perdre la face et continuer à porter cette parole-là, quoi. Ouais, la personne qui a écrit ça sur le chat, elle est bien informée, donc je le remercie. Oui, on continue, c'est chacun dans son domaine. Il y a, et nous, dans notre domaine de journalisme, surtout dans la maison de la presse, on continue, et surtout, il faut, notre domaine, c'est quelque chose de très important, surtout pendant ce génocide-là, ce gazacide. Et c'est pour ça que nous, dans la maison de la presse, et, on continue à donner des formations. On a donné des formations de podcast, on a donné des formations de la presse écrite, on a donné des formations aussi, pas de formation, mais des suivis psychologiques pour les femmes journalistes, parce qu'ils sont les plus vulnérables dans cette guerre-là, dans des conditions de vie très difficiles. On a hébergé des femmes journalistes dans notre local parce qu'ils n'avaient pas que des tentes à côté des hôpitaux, donc il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de vie privée, il n'y a plus rien. Donc on essayait, bien sûr, tout ça avec les moyens, les peu de moyens qu'on a, parce que nous, on n'a pas beaucoup de moyens. On a été bombardé, notre local a été bombardé pendant cette guerre, et même pas détruit pendant cette guerre-là. On était, nous, en tant que conseil administratif, on était dispersés. Le directeur de notre établissement, mon ami et mon partenaire, Bilal Jadal, a été tué pendant cette guerre-là. Et donc, c'est notre devoir de continuer notre travail, surtout pour rendre hommage aux journalistes qui ont été tués, mais aussi aux journalistes qui sont toujours là, qui essayent de faire quelque chose. On essaye de les former, on essaye de faire quoi que ce soit. Et justement pour dire que la vie continue à Gaza, ça ne s'arrête pas, et il faut que ça continue, surtout au niveau... moi, je suis toujours pour tout ce qui est éducation, formation et tout ça, parce que c'est ça la richesse, c'est qu'on investit dans l'homme, on investit dans la personne, on n'investit pas dans un établissement ou bien
dans du pétrole ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que pour nous, c'est quelque chose de très important, les formations. Et on continue. Et on a repris notre travail grâce au gouvernement canadien qui nous a soutenus, surtout pour avoir des panneaux solaires et à l'électricité, parce que c'est plus important d'avoir un peu d'électricité et d'Internet. Et donc là, on a commencé à reprendre petit à petit. Et après, là, il y a l'Union européenne aussi qui nous a soutenus. L'UNESCO, maintenant, on a un projet avec eux. Et donc, oui, là, il y a les gens quand ils voient notre travail et comment on continue, même malgré tout les pires conditions qu'on est en train de vivre, et ils sont un peu, comment dire, ils se disent que oui, on peut faire quelque chose, et ça leur, euh, ça leur force de nous aider. Et là, on est en train d'avoir d'autres projets petit à petit pour élargir tout ce qui est formation pour nous. On voulait faire aussi une radio. On voulait faire une radio Internet parce que malheureusement, toutes les radios ont été bombardées à Gaza. Il n'y a plus de radio. Avant, les gens, ils utilisaient ou bien ils écoutaient beaucoup la radio parce que c'était le média le plus écouté et plus simple à écouter. On n'a pas besoin d'Internet. On n'a pas besoin que d'être dans une voiture ou avoir une radio, un transistor ou quoi que ce soit pour écouter les infos. Là, malheureusement, on n'a pas ça. La majorité des gens, ils sont pas informés. Aujourd'hui, on a un peu d'Internet. Donc, on s'est dit, on veut faire une radio sociale parce que malheureusement, aujourd'hui, il faut parler de tous les problèmes sociaux qu'on est en train de vivre et surtout pour les femmes et aussi une radio de sensibilisation pendant et après la guerre, et une radio de soutien et une radio éducative pour les enfants, pour donner des cours c'est pas remplacer les cours officiels, mais plutôt donner des cours de soutien pour les enfants, ou bien pour les élèves, ou bien pour l'université. Donc, on a beaucoup d'idées pour justement la population reste informée et reste active. Une population qui doit être active et surtout pour les femmes, parce que malheureusement, les plus touchés dans cette guerre-là, c'est les enfants et les femmes. Et donc, du coup, nous, pour tout ce qui est femme journaliste ou bien problème social, on préfère que ça soit d'une femme journaliste vers les femmes parce qu'ils s'entendent plus entre elles et surtout, il y a plus de liberté d'expression, de parler, etc. Donc, on essaye de faire ce genre de travail. Et c'est pas évident parce qu'on n'a pas suffisamment des moyens, mais là, petit à petit, je suis optimiste qu'on va élargir les formations et qu'il y aura beaucoup de bailleurs ou bien de projets avec d'autres établissements pour continuer notre travail de journalisme. Et il y a quelqu'un qui pose la question sur le chat tout à l'heure. Est-ce que ces initiatives-là, de podcasts et de radio notamment, ça existe déjà? Il y a un moyen de commencer déjà à suivre ça, à soutenir ça, nous de notre côté, ou c'est quelque chose qui est en Malheureusement, production non. pour À l'instant? Gaza, une radio, malheureusement, à Gaza, podcast et radio Internet, Ouais, c'est pas encore le cas. Il y a ouais. des initiatives de quelques influenceurs, si on peut dire, ou bien Mmh. des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, qui font des podcasts. Alors, on le connaît un peu à Gaza. Et donc, c'était un peu justement parce qu'il n'y a pas de radio podcast à Gaza Internet. On a eu cette initiative et cette idée de faire ça. C'est pas que pour entre guillemets un client local ou bien pour toute la population locale, mais c'est aussi pour l'étranger, pour être informé, que ce soit les pays arabes, et on voulait faire un truc aussi en anglais, en français, pour qu'il y aura une information entre guillemets suffisante qui parle de la Palestine à l'étranger avec des petits moyens. Ok. Il y a des messages sur le chat. Bah, il y a notamment il y a Radija Toufik qui nous écoute, que je crois que tu connais par ailleurs, qui me dit on entend les bombes. Est-ce qu'il y a comment ça se passe autour de chez toi là actuellement? Ça va? C'est la routine. C'est la routine, ouais, j'imagine. Les drones, les bombes et tout ça, on n'arrive même pas à sursauter parce que ça devient la routine. Ouais. Ça s'arrête pas, c'est 24/7, la nuit, la journée. Mm. C'est c'est toute la journée. Donc, ça devient un peu la routine. Et parfois, je me rends pas compte que c'était des bombes, Ouais, sauf ouais. si c'est juste à côté, Mm. quelques mètres à côté de moi. Mais sinon, ça devient vraiment la routine. Les bourdements de drones, les F-16, les forêts, les bombardements,
ça devient, c'est comme dans un parc où tu entends les oiseaux qui gazouillent, ça devient quelque chose de normal, tu te rends pas compte. Mais quelqu'un qui arrive au parc et qui entend le gazouillement des oiseaux, il dit ah c'est joli. Et là pareil, vous entendez les bombardements, malheureusement j'entends plus les bombardements parce que ça devient Ouais, je comprends. partie de l'environnement. Je comprends. Peut-être deux dernières questions avant qu'on passe peut-être à des questions du chat si tu as un peu le temps. Déjà, question qui je pense est assez basique, mais peut-être qui est importante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le posent depuis tout à l'heure. Euh, Nous, à l'international, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider, enfin, mettre fin au génocide en fait? Parler, n'arrêtez pas de parler de ce qui se passe. Utilisez les mots qui qualifient ce qu'on est en train de vivre. N'arrêtez pas de parler de nous, de parler des Palestiniens, de parler de notre injustice, de parler de cette guerre-là qu'on est en train de subir, de parler de ce génocide, de ce gazacide, de ce palestinocide, parler des massacres, parler de cette injustice, parler juste de ce qu'on est en train de vivre. C'est pas prendre position pour être pro-palestinien ou pro-israélien. Parler juste de la réalité qu'on est en train de subir, un peuple. Oubliez les noms, oubliez que ça s'appelle Palestine ou Israël. C'est juste un peuple qui est en train de se faire nettoyer ethniquement, se faire déplacer, bouger, massacrer. Parler des enfants qui sont dans les rues, qui sont sous des bâches, sous des tentes, au lieu d'être dans les écoles, qui sont en train de trouver un travail, ou bien trouver du bois pour leur famille, ou bien aller faire la queue pour accueillir un colis ou bien un sac de farine et qu'ils peuvent être tués à n'importe quel moment. Parler de nous, n'arrêtez pas de parler de nous, parce que le fait de parler de nous, ça fait partie de ce soutien que les gens ils seront informés, parce que malheureusement il y en a beaucoup qui sont manipulés par des autres médias, par la propagande israélienne, par la guerre médiatique israélienne. Et le fait de parler de la réalité, ça peut éclaircir un peu la vision de ces gens-là, et pour qu'ils savent ce que les Palestiniens ils sont en train de subir. Et n'arrêtez pas de parler de nous, et surtout dites les mots tels qu'ils sont, n'ayez pas peur, au contraire. L'histoire va juger que pendant cette période-là, il y avait des journalistes et des gens qui ont parlé de cette injustice, et vous faites un travail honorable, et l'histoire va juger de tout ça. J'espère que ça finira vite. Enfin, en tout cas, que le génocide finira vite, en tout cas. Oui, je me demandais aussi, j'avais écouté, en préparant cette interview, j'avais écouté aussi une interview que tu as donnée, une autre interview sur Twitch que tu as donnée chez les amis de Haut Poste, qui d'ailleurs me demandent de te passer le bonjour. Il me semble que dans l'interview, il y avait un point un peu dans lequel tu commençais. Enfin, vous commencez, toi et David, à parler, c'était sur la question comment dire, de l'ode à la vie. Comment on continue, et est-ce que c'est possible de continuer à aimer la vie en plein génocide? Mais justement, parce qu'on aime la vie, on continue de vivre. Parce qu'on aime la vie, on sacrifie notre vie. Parce qu'on aime la vie, on prend le risque d'être tué. Parce qu'on aime la vie, et surtout la vie de nos enfants, on continue à aller chercher un colis, parce qu'on veut que nos enfants continuent à vivre. On aime la vie, et c'est pour ça qu'on ne veut pas sortir de chez nous, de la Palestine. Et on aime la vie, et c'est pour ça qu'on a pris le choix de résister, de rester ici, de ne pas partir. Les gens, ils croient que nous, on est un peuple qui cherche la mort. Nous, on risque la mort, on prend le risque d'être mourir justement pour avoir la vie. Et moi, par exemple, la dernière fois ou pendant la guerre, j'ai amené mon fils à la plage. Et justement, je sais que c'est quelque chose de dangereux, mais justement parce qu'on aime la vie. Je voulais mon fils. À l'époque, il avait 2 ans et demi, 3 ans, et je voulais qu'il voit qu'on est au bord de la mer, que la mer c'est pour se baigner, c'est pas parce qu'il y a des navires qui vont nous tirer dessus. Et je voulais j'ai pris ce risque-là parce qu'on aime la vie. Et parce que je veux mon fils vit une vie normale, parce que je veux mon fils qu'il ne sente pas qu'on est sous les bombes et sous un génocide. Et justement, c'est un peuple qui aime la vie tant qu'on a la possibilité de vivre.
Bah, écoute, Rami, je te remercie. C'est moi, Je te Lise, donc remercie d'avoir pris ce temps. Je sais pas s'il y a peut-être quelque chose que tu veux rajouter de particulier que j'aurais, je sais pas, oublié de te poser comme question que tu n'aurais pas pensé à dire. Je suis en train de regarder s'il y a peut-être une petite question que je peux te poser qui est remontée sur le chat. Après, je ne vais pas te prendre beaucoup plus de temps. Je regarde un petit peu parmi toutes les questions. Après, il y a plein de questions qui ont été posées. Je m'en suis inspiré tout du long. Ah oui, il y avait une question sur YouTube par rapport aux dons qu'on peut faire, nous, à l'extérieur, vers des associations, des collectifs qui aident à Gaza. Est-ce que tu as des recommandations? Enfin, déjà, est-ce que c'est utile? Est-ce que tu as des recommandations de vers quoi des gens pourraient faire des dons s'ils ont envie de faire des dons, par exemple? c'est toujours la question qui me pose et c'est difficile de donner des réponses Ouais, parce que j'imagine, malheureusement, j'imagine. toute la population de Gaza est en besoin, mais je vais pas rentrer dans les intentions des gens. Mais vous, c'est un Français euh, qui pose la question. Moi, je conseille de passer par les ONG françaises parce que les ONG Ouais, françaises, ils sont là. MSF, il y a beaucoup comment dire, des ONG françaises comment dire, qui font un bon travail à Gaza. Les plus connus ici à Gaza, c'est MSF parce qu'ils font un bon travail humanitaire au niveau des patients, au niveau des brûlures, au niveau de tout. Il y en a d'autres aussi. Moi, je connais parce que moi, je connais entre guillemets, les chefs de ces ONG. Il y a Supernova, il y a MSF, il y a Médecins du Monde. Il y a beaucoup de ONG françaises qui font un bon travail à Gaza. Et donc, après, ça reste un choix personnel. Je ne peux pas vous dire il faut ouais, bien passer sûr. par X ou Y ou quoi que ce soit, mais et, euh, et parfois, cette question, je ne veux pas dire que ça me blesse, mais parce que pour nous, c'est pas une question d'argent, Ouais, c'est vivre en dignité. Et malheureusement, on peut faire de l'argent, mais c'est juste l'occupation. Il a fait de nous un peuple pauvre, un peuple qui dépend des ONG, qui dépend d'aide internationale ou bien humanitaire. Mais non, on peut nous-mêmes faire de l'argent, nous-mêmes travailler. Mais malheureusement, on est arrivé à un stade où, entre guillemets, on devient presque des mendiants. Et la majorité de la population de Gaza, ils font des GoFundMe, machin, parce qu'ils veulent vivre, parce qu'ils n'ont plus de revenus. Mais c'est pas ça, les Palestiniens. ouais. On est un peuple très digne, on peut travailler, on a toujours compté sur nous-mêmes, même si on est toujours subventionné par l'Union européenne, je parle de l'autorité palestinienne et tout. Ouais. Mais en tant que peuple, on peut juste arrêter ce génocide et cette occupation et vous allez voir, on n'aura plus besoin d'argent qui vient de l'étranger. Carrément, carrément. Ben, encore une fois, merci à toi, Rami, d'avoir pris ce temps-là. Et je sais pas ce qu'on peut te souhaiter à part, Se enfin, voir bientôt à souhaiter Gaza quand tout ça, se, ça se va voir finir. bientôt à Gaza. Oui, complètement, complètement. J'espère qu'on pourra se voir bientôt à Gaza, Rami. Et merci à Merci pour toi, tout, merci Louise. à Merci de toi. me On se donner tient, la parole. on, on se tient au courant. Merci à tous ceux qui ont participé, que ce soit par chat ou bien qui m'écoutent en direct. Merci à tout le monde qui soutient la justice et qui soutient la, la justice en général et surtout en Palestine. T'as plein de messages de soutien sur le chat, en tout cas. Merci à toi. Bah écoute, on reste en contact. Et puis, bonne journée à toi, Merci. Rami. À bientôt. Merci, À Merci bientôt. Louise.